Le tintement des verres en cristal résonna lorsque Michael leva le sien pour porter un toast à sa femme. À 5 merveilleuses années passées avec la plus belle femme du monde. Sophia sourit, son regard croisant le sien par-delà la table éclairée aux chandelles. Mais au moment où elle soulevait son verre, quelque chose bascula. Son sourire SFAK. Le verre glissa de ses doigts, se brisant sur le sol. Et puis, elle s'effondra. À l'autre bout du restaurant, le docteur Nathan Reed, lui, ne célébrait rien. Ce brillant jeune oncologue dînait seul, l'esprit encore occupé par ses patients, lorsque l'agitation éclata. Il ignorait alors à quel point sa vie allait s'entremêler à celle de la femme qui venait de s'écrouler, ni que sous son apparence calme se cachait un lien si profond avec elle qu'il allait tout changer. Appeler une ambulance. Le cri déchira le murmure des conversations et le cliquetis des couverts. Les dîneurs se tournèrent pour voir une femme affalée sur sa chaise, son mari figé à côté d'elle. Le docteur Nathan Reed fut sur pied avant même d'avoir consciemment pris la décision de bouger. « Je suis médecin », annonça-t-il en se frayant un chemin à travers le petit attroupement. La peau de la femme avait pris une teinte jaune alarmante et sa respiration était superficielle. « Que s'est-il passé ?» demanda Nathan en s'agenouillant près d'elle. « Je ne sais pas », répondit le mari, la voix étranglée par le choc. Elle allait bien, et puis elle est tombée, comme ça. Nathan plaça 2 doigts sur le cou de Sophia, comptant son pouls rapide. « Monsieur, comment s'appelle votre femme ?»« Sophia. Sophia Vanna. » Quelque chose traversa le visage de Nathan, si brièvement que ce fut presque imperceptible. « Sophia, » dit-il doucement, essayant de la ranimer. « Sophia, vous m'entendez ?» Ses paupières frémirent mais ne s'ouvrirent pas. A-t-elle été malade récemment ? Des symptômes que vous auriez remarqués ? Demanda Nathan, son calme professionnel masquant l'étrange secousse qu'il avait ressentie en entendant son nom. Michael secoua la tête. Elle était fatiguée. Quelques douleurs à l'estomac. On pensait que c'était juste le stress d'un gros projet. Le hurlement des sirènes approchant déchira l'air. Nathan resta près de Sophia, surveillant ses signes vitaux jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. Alors qu'il la transférait sur un brancard, il prit une décision rapide. « Je suis le docteur Reed, oncologue au Boston Memorial. J'aimerais suivre ce cas, » dit-il aux ambulanciers, puis il se tourna vers Michael. « Je vous rejoins à l'hôpital. » Michael hocha la tête, hébété, regardant sa femme être emmenée. Les lumières fluorescentes des urgences jetaient des ombres dures sur le visage de Michael, tandis qu'il arpentait la salle d'attente. 3 heures s'étaient écoulées depuis qu'ils avaient emmené Sophia en urgence pour des examens. Le dîner d'anniversaire semblait remonter à une éternité. « Monsieur Vanna. » Michael leva les yeux pour voir le docteur Reed debout dans l'embrasure de la porte, l'expression grave. « Comment va-t-elle » demanda Michael, la voix brisée. « Elle est stable pour l'instant, » répondit Nathan. « Mais je crains de devoir vous parler des résultats des examens. Y a-t-il un endroit plus privé où nous pourrions discuter ?» Michael sentit son estomac se nouer en suivant le médecin dans une petite salle de consultation. Les murs étaient d'un bleu pâle apaisant, ornés de photographies de nature encadrées que personne ne regardait jamais vraiment. Elles étaient censées calmer, mais rien ne pouvait apaiser la tempête qui grondait en lui. « Monsieur Vanna. Les tests préliminaires montrent des masses sur le pancréas de votre femme et sa fonction hépatique est sévèrement compromise. Nous devons faire une biopsie pour confirmer, mais les indicateurs suggèrent fortement un cancer du pancréas. » Les mots frappèrent Michael comme un coup de poing. « Ou un cancer ? Ce n'est pas possible. Elle n'a que 35 ans. » « Je comprends que ce soit un choc, » dit Nathan doucement. « Malheureusement, bien que le cancer du pancréas soit plus fréquent chez les personnes âgées, il peut survenir à tout âge. Ce qui est préoccupant, c'est que la présentation suggère qu'il est déjà avancé. » « Qu'est-ce que ça veut dire, avancé ?» Nathan le regarda droit dans les yeux. « Cela signifie que le cancer s'est probablement propagé au-delà du pancréas. Nous devrons faire plus d'examens pour déterminer le stade exact, mais je veux être honnête avec vous. Le cancer du pancréas est agressif, et au moment où les symptômes apparaissent, il a souvent progressé de manière significative. » Michael s'effondra sur une chaise, le visage cendré. « Mais vous pouvez le traiter, n'est-ce pas ? Chirurgie, chimiothérapie.
Nous explorerons toutes les options disponibles, l'assura Nathan. Mais je dois être franc. Le taux de survie à 5 ans pour un cancer du pancréas avancé est assez bas, environ 5 à 10%. Les yeux de Michael s'écarquillèrent. 5 à 10%? Mais, c'est rien. Ce n'est pas rien, dit fermement Nathan. Cela signifie que des gens survivent, et il existe des traitements expérimentaux prometteurs. Nous discuterons de toutes les possibilités une fois que nous aurons le diagnostic complet. Une infirmière apparut à la porte. Dr. Reed, Madame Warner est réveillée maintenant. Nathan hocha la tête. Voulez-vous voir votre femme? Sophia paraissait petite dans le lit d'hôpital, les draps blancs accentuant la teinte jaune de sa peau. La jaunisse, signe révélateur d'une atteinte hépatique. Quand elle vit Michael, elle tenta un sourire. Sacré dîner d'anniversaire, hein? Dit-elle faiblement. Michael lui prit la main, les larmes aux yeux. Je suis tellement désolée, Soph. Ce n'est pas ta faute, murmura-t-elle. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Pourquoi je me suis effondrée? Michael regarda Nathan, implorant silencieusement son aide. Madame Warner, komenka Nathan, Jesus le Dr. Reed. J'étais au restaurant quand vous vous êtes évanoui. Je suis spécialisée en oncologie à l'hôpital Boston Memorial. La prise de Sophia sur la main de Michael se resserra. Oncologie, c'est le cancer. Nathan hocha la tête, sa voix douce mais directe. Les tests montrent des masses sur votre pancréas, et nous soupçonnons que le cancer s'est propagé à votre foie, ce qui cause la jaunisse. Nous devons faire d'autres examens pour confirmer le diagnostic exact et le stade. Sophia ferma brièvement les yeux, absorbant le choc. Quand elle les rouvrit, ils étaient clairs et concentrés. Dites-moi tout. Sans phare. Pendant les 20 minutes suivantes, Nathan expliqua ce qu'il savait jusqu'à présent et décrivit les prochaines étapes. Des scanners plus complets, une biopsie et des consultations avec des spécialistes pour déterminer le meilleur traitement. Et les coûts? Demanda Sophia. Notre assurance est correcte, mais je sais que le traitement du cancer est cher. Nathan remarqua comment Michael se crispa inconfortablement à la mention des finances. C'était subtil. Un serrement autour des yeux, un léger retrait de sa main de celle de Sophia, mais Nathan avait déjà vu des réactions similaires. Les soucis d'argent révélaient souvent des fissures dans les relations que la maladie se chargeait ensuite de faire voler en éclats. Concentrons-nous d'abord sur votre diagnostic, suggéra Nathan. L'hôpital a des conseillers financiers qui peuvent aider à gérer l'assurance et les coûts le moment venu. Dr. Reed, dit Sophia, la voix plus forte maintenant. Soyez direct avec moi. Quelles sont mes chances? Nathan croisa son regard. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une clarté, une force qui le frappa. Le cancer du pancréas est l'un des cancers les plus difficiles auxquels nous sommes confrontés. Le taux de survie à 5 ans pour les cas avancés est bas, environ 5 à 10%. Mais les statistiques ne sont que des chiffres. Elles ne tiennent pas compte des facteurs individuels comme votre état de santé général, votre âge, votre constitution génétique spécifique ou les nouveaux traitements qui pourraient devenir disponibles. J'ai vu des patients déjouer des pronostics bien pires que ceux-ci. Merci pour votre honnêteté, dit Sophia doucement. J'aimerais être votre oncologue, si cela vous convient, dit Nathan. J'ai un intérêt particulier pour la recherche sur le cancer du pancréas. C'est pour ça que vous êtes intervenu si vite au restaurant? Demanda Michael, une pointe de défiance dans la voix. Nathan hésita. Comment pouvait-il expliquer l'étrange compulsion qu'il avait ressentie à aider cette femme, la reconnaissance presque cosmique qu'il avait éprouvée en entendant son nom? Je suis médecin, dit-il simplement. Aider, c'est ce que nous faisons. Mais en quittant la chambre pour prescrire d'autres examens, Nathan sut qu'il y avait plus que cela. Il ne pouvait simplement pas expliquer, pas encore, pourquoi il se sentait si attiré par le cas de Sophia Warner, ou pourquoi il prenait déjà l'engagement personnel de faire tout ce qui était en son pouvoir pour la sauver. Au cours de la semaine suivante, Sophia subit une batterie de tests qui confirmèrent leurs pires craintes. Cancer du pancréas de stade 4 avec des métastases au foie. Dans la salle de consultation du service d'oncologie, Nathan exposa leurs options. Le traitement standard comprendrait une chimiothérapie pour ralentir la progression et gérer les symptômes. Il expliqua. Il y a aussi un essai clinique à Dana-Farber qui montre des résultats prometteurs pour votre type spécifique de cancer du pancréas.
J'ai pris la liberté de discuter de votre cas avec le chercheur principal, et vous seriez une bonne candidate. Sophia était assise, le dos droit, sur sa chaise, absorbant chaque mot. Michael était assis à côté d'elle, le visage fermé par l'inquiétude, mais Nathan remarqua qu'il semblait distrait, vérifiant son téléphone chaque fois qu'il vibrait. L'essai utilise une combinaison d'immunothérapie et d'agents ciblés qui attaquent les cellules cancéreuses présentant des mutations génétiques spécifiques, poursuivit Nathan. Les premiers résultats montrent des taux de survie et une qualité de vie améliorée par rapport au traitement standard. Quels sont les coûts ? Demanda Michael immédiatement. Les essais cliniques peuvent être coûteux, et l'assurance ne couvre pas toujours les traitements expérimentaux. En fait, la plupart des coûts des essais cliniques sont couverts par les sponsors de la recherche, expliqua Nathan. L'assurance couvre généralement les coûts des soins standards. Il y aurait des dépenses personnelles pour les déplacements et certains médicaments, mais la charge financière ne devrait pas être écrasante. Michael n'avait pas l'air convaincu. Et pour le travail ? Sophia est paysagiste, avec des projets prévus des mois à l'avance. Comment est-elle censée maintenir son entreprise à flot avec tout ça ? Michael, dit doucement Sophia en posant sa main sur la sienne. Nous parlons de ma vie, là. Je sais, dit Michael rapidement. Je veux juste comprendre à quoi nous sommes confrontés. Nathan étudia attentivement le couple. Les préoccupations de Michael n'étaient pas déraisonnables, mais il y avait quelque chose dans son attitude qui troublait Nathan. Une distance, un calcul derrière ces mots qui semblaient en décalage avec la situation. Madame Warner. Kamenka Nathan. Appelez-moi Sophia, l'interrompit-elle avec un petit sourire. Sophia, se corrigea Nathan en lui rendant son sourire. Le traitement sera intensif et vous aurez besoin d'un soutien solide. De nombreux patients trouvent qu'ils doivent prendre un congé, au moins pendant les phases les plus agressives du traitement. Je peux reporter certains projets, en transmettre d'autres à des collègues, dit Sophia pensivement. Mes clients comprendront. Et financièrement, la relança doucement Nathan. Nous avons des économies, dit Sophia en jetant un coup d'œil à Michael. Et la maison est presque payée. Nous nous en sortirons. Michael hocha la tête, mais sa mâchoire était crispée. Bien sûr que nous nous en sortirons. Quoi qu'il en coûte. À la fin de la consultation, Nathan prit une décision. J'aimerais superviser personnellement votre cas, même si vous choisissez l'essai clinique. Je coordonnerai avec l'équipe de Dana-Farber. Pourquoi ? Demanda Michael sans détour. Vous nous connaissez à peine. N'est-ce pas en dehors de vos procédures habituelles ? Avant que Nathan ne puisse répondre, Sophia serra la main de son mari. Michael, le docteur Reed nous offre son aide. Nous devrions être reconnaissants. J'ai un intérêt de recherche particulier pour des cas comme le vôtre, expliqua Nathan en gardant une voix neutre. Et je crois que je peux fournir la continuité des soins qui donnent les meilleures chances de résultats positifs. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'à partir du moment où il avait entendu le nom de Sophia au restaurant, il avait ressenti une connexion inexplicable, comme s'il s'était préparé pour ce moment sans le savoir. Mais ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait expliquer à un mari effrayé, ni même à lui-même. Pas complètement. Pas encore. Nous vous sommes reconnaissants de votre intérêt, Dr. Reed, dit fermement Sophia en lançant un regard appuyé à son mari. Et nous acceptons votre offre. Alors qu'ils quittaient la salle de consultation, Nathan les regarda s'éloigner dans le couloir, Sophia s'appuyant légèrement sur Michael, son bras autour de sa taille. En surface, il ressemblait à n'importe quel couple confronté à un diagnostic dévastateur. Mais Nathan ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. La façon dont Michael avait réagi aux discussions sur les finances, le retrait subtil lorsque les dures réalités étaient mentionnées. Nathan l'avait déjà vu. Certaines personnes ne supportaient tout simplement pas de voir souffrir quelqu'un qu'elles aimaient, et il craignait que Michael Warner ne soit l'une d'elles. 2 semaines après le début du traitement de Sophia, Nathan arriva au Boston Memorial Hospital plus tôt que d'habitude. L'aube pointait à peine sur la ville alors qu'il se dirigeait vers son bureau, prévoyant d'examiner les derniers résultats de Sophia avant sa tournée. Elle avait commencé l'essai clinique, endurant la première série de la thérapie combinée avec une résilience remarquable, bien que les effets secondaires aient été brutaux. Son téléphone sonna juste au moment où il s'installait à son bureau. L'identifiant de l'appelant affichait un numéro inconnu. Dr. Reed à l'appareil.
Dr. Reed. La voix était féminine, tremblante, presque méconnaissable. C'est Sophia Warner. Nathan se tendit immédiatement, alerte. Sophia, qu'est-ce qui ne va pas? Avez-vous de nouveaux symptômes? Non, ce n'est pas ça. Sa voix se brisa. Je ne sais pas qui d'autre appeler. Michael est parti. Parti? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je me suis réveillée ce matin et il n'était pas là. Il a laissé un mot. Sa voix se brisa complètement, se dissolvant en sanglots étouffés. La prise de Nathan sur le téléphone se resserra. Sophia, êtes-vous chez vous? Oui. J'arrive dans 20 minutes. Essayez de rester calme. La maison de Sophia était une charmante victorienne dans une banlieue tranquille, avec un jardin qui, même au début du printemps, montrait des signes du talent d'une paysagiste. Mais en approchant de la porte d'entrée, Nathan remarqua que la pelouse avait besoin d'être tondue et que certaines plantes se fanaient. De petits signes de négligence qui en disaient long sur le chaos intérieur. Sophia répondit presque immédiatement à son coup de sonnette, comme si elle avait attendu près de la porte. La femme qui l'accueillit n'était que l'ombre de celle qu'il avait rencontrée pour la première fois au restaurant. Les traitements avaient déjà fait des ravages. Son visage était plus mince, sa peau blafarde, ses cheveux visiblement clairsemés. Mais c'était le vide dans ses yeux qui le frappa le plus. Le regard de quelqu'un qui avait été non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement dévasté. « Merci d'être venu », dit-elle en reculant pour le laisser entrer. « Je suis désolée de vous déranger comme ça. » Ce n'est pas un dérangement, l'assura Nathan en la suivant dans un salon ensoleillé. L'espace était décoré avec goût, avec des meubles confortables et des œuvres d'art qui témoignaient de goût cultivé. Mais il y avait aussi des signes de perturbation ici, des espaces vides sur les étagères où des objets avaient été retirés. Un mur avec des rectangles délavés où des tableaux avaient autrefois été accrochés. « Vous avez dit que Michael est parti », la relança doucement Nathan en s'asseyant sur le canapé en face d'elle. Sophia lui tendit un morceau de papier plié. Nathan l'ouvrit, son estomac se nouant en lisant le bref message. « Sophia, je ne peux pas te regarder mourir. »« Désolé. Michael. »« C'est tout ?» demanda Nathan, l'incrédulité colorant sa voix. « C'est tout ce qu'il a laissé ?» Sophia hocha la tête, ses mains tremblant légèrement sur ses genoux. « J'ai essayé de l'appeler, mais son téléphone va directement sur la messagerie vocale. Puis j'ai commencé à remarquer des choses manquantes. Ses vêtements, son ordinateur portable, notre photo de mariage. » Elle déglutit difficilement. « Alors j'ai vérifié nos comptes. » Nathan se prépara, soupçonnant déjà ce qui allait arriver. « Ils sont vides, » dit Sophia, la voix étrangement calme maintenant. « Nos comptes courants et d'épargne joints. Il a tout transféré hier. Apparemment, les cartes de crédit sont annulées. Même le paiement de l'hypothèque qui devait passer automatiquement hier n'a pas eu lieu. » Nathan sentit une vague de colère si intense qu'elle le laissa momentanément sans voix. Au cours de ses années en tant qu'oncologue, il avait vu des familles mises à l'épreuve par le cancer d'innombrables façons. Il avait vu des relations se tendre et parfois se briser. Mais ceci, abandonner une épouse au moment où elle était la plus vulnérable et tout prendre. C'était une cruauté d'un genre particulier. « Avez-vous appelé la police ?» demanda-t-il finalement. Sophia eut un rire amer. « Et leur dire quoi? Mon mari m'a quitté et a pris son argent? Ce n'est pas illégal, Dr. Reed. Nos comptes étaient joints. Légalement, il avait parfaitement le droit de les vider. » Nathan, la corrigea-t-il doucement. Dans ces circonstances, je pense que nous pouvons nous appeler par nos prénoms. Elle hocha la tête, un fantôme de sourire traversant son visage. Nathan. Et la famille, les amis qui pourraient t'aider? Mes parents sont morts. J'ai une sœur à Seattle, mais nous ne sommes pas proches. Et les amis? Elle haussa les épaules, impuissante. Le cancer a une façon de vous montrer qui sont vos vrais amis. La plupart des gens ont gardé leur distance depuis le diagnostic. Trop mal à l'aise, j'imagine. Nathan examina leurs options. Votre traitement ne peut pas être interrompu, Sophia. Nous devons nous assurer qu'il continue sans perturbation. Je ne vois pas comment, dit-elle, la voix faible. J'ai peut-être $2000 sur un compte personnel dont il ne connaissait pas l'existence.
Mon prochain paiement d'hypothèque est dû dans 2 semaines, les impôts fonciers le mois prochain, et les factures médicales. Sa voix s'éteignit, elle avait l'air perdue. Avez-vous essayé de contacter le bureau de Michael? Sophia hocha la tête. Son assistante a dit qu'il avait pris un long congé sabbatique à l'étranger. Elle avait l'air surprise que je ne sois pas au courant. Une larme coula sur sa joue. 5 ans de mariage, et il n'a même pas pu m'affronter. Juste un mot. 7 mots. L'esprit de Nathan tournait à plein régime, envisageant les possibilités. Il y avait des programmes d'aide aux patients, des fondations caritatives, des moyens de retarder les paiements, mais rien de tout cela ne résoudrait la crise immédiate du logement ni ne fournirait l'environnement stable dont Sophia avait besoin pour lutter contre son cancer. « Puis-je » demanda-t-il en désignant un bloc-notes sur sa table basse. Quand elle hocha la tête, il commença à noter des informations. « Ceci est mon numéro de portable personnel. Appelez-moi n'importe quand, jour et nuit. » Et ceci, écrivit-il un autre numéro, c'est Sarah Morgan, la meilleure assistante sociale de l'hôpital. Elle peut vous aider à naviguer dans les programmes d'aide financière. Je n'ai jamais eu besoin de charité avant, dit Sophia doucement. Ce n'est pas de la charité, rétorqua fermement Nathan. Ces programmes existent précisément pour des situations comme la vôtre, lorsque la maladie crée des difficultés financières inattendues. La fierté n'a pas sa place dans le traitement du cancer, Sophia. Utilisez toutes les ressources disponibles. Elle hocha la tête, le combat temporairement disparut d'elle. Maintenant, avez-vous des douleurs aujourd'hui? De nouveaux symptômes? Nathan passa en mode médecin, effectuant un examen impromptu. Ses signes vitaux étaient stables, mais elle était clairement épuisée et stressée. Des conditions dangereuses pour quelqu'un subissant un traitement anticancéreux intensif. Alors qu'il se préparait à partir, Sophia lui toucha le bras. « Pourquoi faites-vous ça? Venir chez moi, m'aider avec tout ça. C'est bien au-delà de ce que les médecins font normalement. » Nathan hésita. Comment pouvait-il expliquer ce qu'il ne comprenait pas tout à fait lui-même? L'attirance qu'il ressentait pour son cas, le sens des responsabilités qui dépassaient le devoir professionnel. Disons simplement que j'ai des raisons personnelles de m'intéresser particulièrement aux patients atteints de cancer du pancréas, dit-il finalement. Et je ne crois pas que quiconque devrait affronter cela seul. Ce n'était pas toute la vérité, loin de là, mais c'était tout ce qu'il pouvait offrir pour l'instant. En retournant à l'hôpital, Nathan passa un appel au service financier. Au moment où il atteignit son bureau, il avait fait en sorte que tous les traitements de Sophia continuent sans interruption, quelle que soit sa capacité à payer. Si quelqu'un posait des questions, il trouverait un moyen de s'expliquer. Mais pour l'instant, assurer les soins de Sophia était tout ce qui comptait. Les semaines suivantes apportèrent une routine sombre. L'état de Sophia se détériora à mesure que les effets secondaires du traitement s'intensifiaient. Si le protocole de l'essai clinique combattait le cancer, il ravageait aussi son corps déjà affaibli. Nathan observait avec une inquiétude croissante sa perte de poids, son énergie s'épuisant à chaque cycle de traitement. Pourtant, malgré tout, elle maintenait une dignité tranquille qui l'humiliait. Elle ne se plaignait jamais, ne manquait jamais un rendez-vous, et même dans ses pires jours, elle accueillait le personnel de l'hôpital avec une chaleur sincère. Nathan se surprit à aller bien au-delà de ses obligations professionnelles. Il ajusta son emploi du temps pour superviser personnellement chacun de ses traitements. Il consulta des spécialistes de tout le pays au sujet de son cas. Il organisa même son transport lorsqu'elle était trop faible pour se rendre elle-même à ses rendez-vous. Ses collègues commencèrent à le remarquer. « Vous passez énormément de temps sur le cas Warner », remarqua un soir le docteur Peterson, chef du service d'oncologie, alors qu'ils examinaient des dossiers de patients. « Une raison particulière ?» Nathan garda une expression neutre. « Elle répond bien à l'essai clinique. Les données pourraient être précieuses pour nos recherches. » Le docteur Peterson fredonna, évasif. « Et le fait qu'elle soit une patiente non solvable, sans assurance maintenant, ne vous inquiète pas. » Le service financier avait donc fait remonter l'information. Nathan s'y attendait. Le cancer ne vérifie pas les comptes en banque avant de frapper. James, répondit-il d'un ton égal. Sa situation financière a changé après le diagnostic. Nous ne pouvons pas abandonner le traitement à cause de ça. Personne ne suggère de l'abandonner, dit Peterson en haussant les sourcils.
Mais le niveau d'attention personnelle que vous accordez à ce cas est inhabituel, surtout compte tenu de la charge de travail actuelle de notre service. Nathan Zutinson regarde. Je m'assurerai que tous mes autres patients reçoivent les soins appropriés. Le cas Warner n'aura pas d'impact sur cela. Peterson l'étudia un long moment, puis haussa les épaules. C'est vous qui voyez. Rappelez-vous simplement que nous sommes médecins, pas des saints. On ne peut pas sauver tout le monde, Nathan. Mais en quittant le bureau, Nathan ne put se défaire du sentiment que, dans le cas de Sophia, il devait essayer. Non seulement parce qu'elle le méritait, bien que ce fût le cas, mais à cause d'une connexion qu'il pouvait sentir mais ne pouvait pas encore expliquer. Un fil qui semblait s'être tissé entre eux bien avant leur rencontre. 3 mois après la disparition de Michael, Sophia était assise dans le bureau de Nathan, serrant une grande enveloppe. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle la posait sur son bureau. « Papiers de divorce », dit-elle d'une voix neutre. Apparemment, il est en Suisse. Son avocat dit qu'il a transféré nos actifs sur des comptes offshore à des fins commerciales. Ça ne sert à rien de se battre. Je n'ai ni l'énergie ni l'argent. Nathan prit l'enveloppe, la colère montant à nouveau contre l'homme qui pouvait si froidement rejeter sa femme au moment où elle avait le plus besoin de lui. Il y a plus, continua Sophia, sa voix ferme malgré la douleur évidente dans ses yeux. J'ai perdu la maison. La banque l'a saisie. J'ai demandé un logement social, mais il y a une liste d'attente. Sarah a été formidable, m'aidant avec les demandes d'aide, mais... Sa voix s'éteignit, son regard se perdant sur la ligne d'horizon de Boston. Je n'aurais jamais pensé être sans abri et divorcée à 35 ans, avec un cancer en plus. C'est comme gagner à une terrible loterie. Malgré tout, elle esquissa un petit sourire désabusé qui tordit le cœur de Nathan. Vous n'allez pas être sans abri, dit-il d'un ton décidé. Sophia le regarda, la confusion traversant ses traits. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Nathan n'avait pas prévu de faire cette offre. En fait, elle venait à peine de se former dans son esprit. Mais dès que les mots quittèrent sa bouche, il sut que c'était juste. J'ai une propriété, une petite maison d'amis derrière chez moi. Elle est vide en ce moment. Vous pourriez y rester pendant votre traitement. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. Dr. Reed. Nathan. Je ne pourrai jamais. Vous le pouvez, l'interrompit-il doucement. Et je pense que vous devriez. C'est près de l'hôpital, ce qui signifie moins de temps de trajet pour les traitements. C'est calme et paisible, parfait pour récupérer entre les séances, et cela me donnerait la tranquillité d'esprit de savoir que vous avez un logement stable pendant cette phase critique de votre traitement. Mais pourquoi feriez-vous cela ? Demanda-t-elle, la voix à peine plus haute qu'un murmure. Vous me connaissez à peine. Nathan hésita, puis décida d'offrir une parcelle de vérité. Ma mère a eu un cancer du pancréas quand j'étais en fac de médecine. C'est pourquoi je me suis spécialisée en oncologie. Elle. Il s'interrompit, les souvenirs l'envahissant. Elle voudrait que j'aide. Ce n'était pas toute l'histoire. Loin de là. Mais c'était vrai, et pour l'instant, c'était suffisant. Sophia étudia son visage, semblant y chercher des motivations cachées. N'en trouvant aucune, elle hocha lentement la tête. D'accord. Juste jusqu'à ce que je trouve autre chose. Et j'insiste pour payer un loyer dès que je le pourrai. Nous pourrons en discuter plus tard, dit Nathan, un soulagement l'envahissant. Pour l'instant, concentrons-nous sur votre traitement. Alors que Sophia quittait son bureau, Nathan se laissa tomber dans son fauteuil, s'interrogeant sur le chemin que sa vie avait pris. 6 mois plus tôt, il n'aurait jamais imaginé inviter une patiente à séjourner dans sa maison d'amis, ni ressentir un tel investissement personnel dans un cas. Pourtant, il était là, franchissant des limites professionnelles qu'il avait toujours respectées. Mais au fond de son cœur, il savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'être un bon médecin. Il y avait quelque chose de plus à l'œuvre ici, une connexion qui s'était mise en mouvement bien avant que Sophia ne s'effondre dans ce restaurant. Il n'avait tout simplement pas encore assemblé toutes les pièces. La maison d'amis derrière la demeure coloniale de Nathan était petite mais charmante, avec de grandes fenêtres qui inondaient l'espace de lumière et donnaient sur un jardin méticuleusement entretenu. Nathan l'avait préparé avec soin pour l'arrivée de Sophia, garnissant la cuisine d'aliments nourrissants, plaçant des fleurs fraîches sur la table à manger et veillant à chaque détail de confort. Alors qu'il aidait Sophia à transporter ses maigres affaires,
tout ce qui lui restait après avoir vendu la plupart de ses biens pour payer les factures impayées. Il vit son visage s'illuminer en découvrant le jardin, visible à travers les fenêtres. « C'est magnifique », dit-elle doucement en se dirigeant vers les portes vitrées qui menaient à un patio en pierre. « Ce sont de rares érables japonais, n'est-ce pas ? Et la maçonnerie de ce chemin. C'est exquis. » Nathan sourit, heureux de son appréciation. Le jardin était là quand j'ai acheté la maison. J'ai essayé de l'entretenir, mais j'ai bien peur de ne pas avoir la main très verte. Eh bien, vous avez fait un travail remarquable, dit Sophia, son œil professionnel évaluant l'espace. La structure est toujours parfaite. Quelqu'un a conçu cela avec une vraie vision. Peut-être que lorsque vous vous sentirez plus forte, vous pourriez me conseiller, suggéra Nathan. D'après ce que vous avez dit de votre travail, vous devez avoir un sacré talent. Une ombre traversa le visage de Sophia. Mon travail semble appartenir à une autre vie maintenant. J'ai dû annuler tous mes contrats quand je suis tombée malade. Ma réputation dans le métier est probablement ruinée. Les réputations peuvent être reconstruites, dit Nathan doucement. D'abord, nous nous concentrons sur votre guérison. Sophia se détourna de la fenêtre, son expression soudainement vulnérable. Et si je ne guéris pas, Nathan ? Et si tout cela ne fait que retarder l'inévitable ? La question flottait dans l'air entre eux. Celle que tous les patients atteints de cancer finissent par poser. Celle à laquelle même les oncologues les plus expérimentés ne trouvaient jamais facile de répondre. Le traitement du cancer ne se résume pas au taux de guérison, dit finalement Nathan. Il s'agit de donner à votre corps la meilleure chance possible de se battre. Et d'après ce que j'ai vu, Sophia, vous êtes une battante. Elle parut dubitative. Le suis-je ? Je ne me suis pas battue quand Michael est parti. Je me suis juste effondrée. Vous étiez en état de choc, rétorqua Nathan. Et pourtant, vous êtes là, continuant le traitement. Allant de l'avant. C'est du courage. Sophia n'avait pas l'air convaincue, mais elle hocha la tête, se retournant pour déballer ses quelques affaires. Nathan la laissa s'installer, retournant à sa propre maison avec un étrange sentiment de justesse, comme si une pièce qui avait manqué à sa vie venait enfin de s'emboîter. Le lendemain matin, Nathan se réveilla tôt pour trouver Sophia déjà dans le jardin, assise sur un banc de pierre, enveloppée dans une couverture malgré la chaleur estivale. Un effet secondaire de son traitement était des frissons constants. Elle paraissait petite et fragile dans la lumière du matin. Mais il y avait une sérénité dans sa posture qu'il n'avait pas vue auparavant. « Bonjour », appela-t-il doucement, ne voulant pas la surprendre. Elle se tourna, un sourire illuminant son visage fatigué. « Bonjour. J'espère que ça ne vous dérange pas que j'explore. Je n'arrivais pas à dormir et le jardin m'appelait. »« Pas du tout. C'est aussi votre espace maintenant. » Il hésita, puis demanda « Voudriez-vous un thé ? J'allais justement en faire. » Ce serait adorable. Tandis que Nathan préparait le thé, il se surprit à agir avec un soin inhabituel, choisissant ses meilleures tasses, arrangeant tout sur un plateau avec une précision qui le fit sourire. Quand avait-il pris un tel soin pour un acte aussi simple que servir le thé pour la dernière fois ? Cela faisait du bien, ce petit rituel de sollicitude en dehors du cadre clinique. Ils s'assirent ensemble dans le jardin, le soleil du matin réchauffant l'air autour d'eux tandis que les oiseaux chantaient dans les arbres. Pendant un moment, ils apprécièrent simplement la compagnie silencieuse, sirotant leur thé et regardant le jeu de lumière à travers les feuilles. « Cela me rappelle un jardin que j'ai conçu il y a des années, » dit finalement Sophia, rompant le silence confortable. Pour une femme atteinte d'un cancer, en fait. Elle voulait un endroit où elle pourrait trouver la paix pendant son traitement. J'ai créé quelque chose de similaire à ceci. Des endroits de soleil et d'ombre, des zones protégées pour les jours venteux, des plantes qui offriraient quelque chose de beau à chaque saison. Le cœur de Nathan s'accéléra. Vous souvenez-vous ou du nom de la femme ? Sophia Zekua Latete. C'était l'une de mes premières grosses commandes, il y a peut-être 7 ou 8 ans. Quelque part à Cambridge. Je crois. La cliente était une recommandation et je ne l'ai rencontrée que quelques fois. Sa santé déclinait déjà lorsque j'ai conçu le jardin. Nathan hocha la tête, essayant de garder une expression neutre malgré la vague d'émotion qu'il ressentait. Serait-ce possible ? Le moment correspondrait, l'endroit aussi. Mais il devait être certain avant de dire quoi que ce soit.
C'est étrange, continua Sophia, inconsciente de son trouble intérieur. J'ai conçu des dizaines de jardins depuis. Mais celui-là m'est toujours resté. La femme a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Qu'en créant ce jardin, je ne plantais pas seulement des fleurs, je plantais de l'espoir. Que même si elle ne vivait pas pour tout voir fleurir, elle trouvait du réconfort en sachant que cela fleurirait pour d'autres. La gorge d'Anna fan sa serra. Ces mots, ils lui étaient si familiers, presque exactement comme il s'en souvenait. C'est magnifique, réussit-il à dire. Sophia sourit avec mélancolie. Je me suis souvent demandé si le jardin était toujours là. Si quelqu'un s'en occupait. J'espère que oui. J'en suis sûre, dit Nathan, la voix plus assurée maintenant. Quelque chose créé avec un tel soin laisserait sa marque. Il voulut lui dire, alors, révéler la connexion dont il se sentait maintenant presque certain. Mais quelque chose le retint. Sophia était fragile en ce moment, physiquement et émotionnellement. Était-ce le bon moment pour ajouter une autre révélation émotionnelle à son fardeau? Non, décida-t-il, mieux valait attendre, être absolument certain, choisir le bon moment. Pour l'instant, il suffisait de savoir que les fils qui les reliaient pourraient être encore plus forts qu'il ne l'avait pensé. Au fil des semaines, l'état de Sophia s'aggrava. Le traitement de l'essai clinique était brutal, conçu pour attaquer agressivement le cancer, mais il pesait lourdement sur son corps. Il y avait des jours où elle ne pouvait pas quitter son lit, où même la courte marche jusqu'au jardin semblait impossible. Ces jours-là, Nathan lui apportait le jardin, coupant des fleurs pour les placer près de son lit, prenant des photos de nouvelles floraisons pour lui montrer, ouvrant les fenêtres pour que les parfums puissent entrer. Et quand elle était assez forte pour s'asseoir dehors, il s'assurait qu'elle était à l'aise, apportant des oreillers et des couvertures, faisant du jardin un sanctuaire pour sa guérison. Mais ce n'était pas suffisant. 6 mois après le début du traitement, les scanners montrèrent que le cancer continuait de se propager malgré tous leurs efforts. L'essai clinique ne fonctionnait pas comme il l'avait espéré. Nathan était assis dans son bureau tard un soir, examinant les derniers résultats de Sophia avec un désespoir croissant. Il devait y avoir autre chose qu'il pouvait essayer, une autre approche qu'il n'avait pas envisagée. On frappa à sa porte, le surprenant. C'était le docteur Peterson. « Vous êtes là tard », observa le médecin plus âgé en entrant dans le bureau. Ses yeux tombèrent sur les scanners affichés sur l'écran de l'ordinateur de Nathan. Toujours obsédé par le cas Warner, à ce que je vois. Nathan ne prit pas la peine de nier. Le protocole de l'essai ne fonctionne pas. Je dois trouver une alternative. Peterson soupira, prenant place en face du bureau de Nathan. Écoutez, je sais que vous vous êtes investi dans cette patiente, mais vous devez être réaliste. Cancer du pancréas de stade 4 qui ne répond pas à nos protocoles de traitement les plus avancés. Vous savez ce que cela signifie. Cela signifie que nous essayons autre chose, dit fermement Nathan. La voix de Peterson s'adoucit. Nathan. Le conseil d'administration de l'hôpital pose des questions sur les ressources allouées à une patiente non solvable, sur les mesures extraordinaires prises pour un seul cas alors que nous en avons des centaines d'autres. Donc, tout se résume à l'argent, dit amèrement Nathan. Tout se résume à la réalité, rétorqua Peterson. Les ressources sont limitées. Des choix difficiles doivent être faits. Et je m'inquiète pour vous, professionnellement et personnellement. Vous avez franchi des limites avec cette patiente. Quelles limites? L'interrompit Nathan, une pointe de défense dans la voix. Elle vit sur votre propriété, Nathan. Vous avez personnellement couvert les frais de traitement non approuvés par l'assurance. Vous passez plus de temps sur son cas que sur tous vos autres patients réunis. Ce ne sont pas seulement des limites professionnelles que vous franchissez. Ce sont des limites éthiques. Nathan se leva, la colère montant. Il n'y a rien de contraire à l'éthique à s'assurer qu'une patiente reçoive des soins appropriés. À quel prix? Demanda Peterson doucement. Pour l'hôpital? Pour vos autres patients? Pour vous-même? Quand avez-vous pris un jour de congé pour la dernière fois? Quand avez-vous dormi une nuit entière sans vérifier comment elle allait? Les questions firent mouche parce qu'elles étaient justes. Nathan s'était laissé consumer par le cas de Sophia, réorganisant toute sa vie autour de ses soins. Mais comment pouvait-il expliquer à Peterson ce qu'il pouvait à peine articuler pour lui-même? Qu'aider Sophia lui donnait l'impression d'accomplir une promesse faite il y a longtemps,
que sa vie était devenue mystérieusement mais inextricablement liée à la sienne. « J'apprécie votre sollicitude, dit finalement Nathan, la voix contrôlée. Mais je n'abandonne pas cette patiente. » Peterson l'étudia un long moment, puis hocha la tête. Le conseil se réunit demain pour discuter de l'allocation des ressources. Ils examinent spécifiquement le cas Warner. Je vous suggère de préparer vos arguments. Il s'arrêta à la porte. Et Nathan, si vous ne pouvez pas séparer vos sentiments personnels de votre jugement professionnel, vous devriez peut-être envisager de transférer son cas à un autre oncologue. Après le départ de Peterson, Nathan resta assis, immobile, le poids de la situation s'abattant sur lui. Sa part professionnelle savait que Peterson avait raison. Il s'était trop impliqué, avait franchi des limites que les médecins étaient formés à maintenir. Mais une autre partie de lui, plus profonde, plus instinctive, savait qu'il ne pouvait pas se retirer du cas de Sophia. Pas seulement à cause de la connexion qu'il soupçonnait mais n'avait pas confirmée, mais parce que, dans les mois depuis qu'elle avait emménagé dans sa maison d'amis, alors qu'il l'avait regardée affronter une maladie dévastatrice avec un courage tranquille, alors qu'ils avaient partagé des thés matinaux dans le jardin et des conversations tardives lorsque la douleur la tenait éveillée, il en était venu à se soucier d'elle d'une manière qui transcendait le médecin et la patiente, d'une manière à laquelle il ne s'était jamais attendu mais ne pouvait nier. Nathan prit son téléphone et passa un appel qu'il avait évité pendant des mois. « Papa, c'est Nathan. J'ai besoin d'une faveur. » Le lendemain, le conseil d'administration de l'hôpital se réunit comme prévu. Nathan n'était pas invité, mais il n'en avait pas besoin. En milieu d'après-midi, Peterson apparut à la porte de son bureau. Son expression était un mélange d'incrédulité et de résignation. « Quelles que soient les ficelles que vous avez tirées, ça a marché, » dit-il sans préambule. Le conseil a approuvé la poursuite du traitement pour Sophia Warner. Tous les frais sont couverts par un don anonyme à l'hôpital. Nathan hocha la tête, un soulagement l'envahissant. « Merci de me l'avoir fait savoir. » Peterson ne partit pas. « C'était votre père, n'est-ce pas ? » La fondation de la famille Reed faisant un don opportun qui se trouve couvrir tous les coûts potentiels pour une patiente spécifique. Nathan ne répondit pas directement. Le don profitera à de nombreux patients, pas seulement à un seul. Ce n'est pas un démenti. Peterson secoua la tête. Vous savez, quand vous avez rejoint ce service, vous étiez catégorique sur le fait de tracer votre propre chemin, de ne pas utiliser l'influence ou l'argent de votre famille. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui avait changé, en effet ? Nathan avait passé toute sa carrière à se distancier de la richesse et des relations de sa famille, déterminé à réussir par ses propres mérites. Utiliser les ressources de son père maintenant lui donnait l'impression de compromettre ses principes. Et pourtant, face à l'alternative voir Sophia se voir refuser des soins dont elle avait désespérément besoin, il n'y avait eu aucun choix. Parfois, nous devons réévaluer nos priorités, dit-il simplement. Peterson semblait vouloir en dire plus, mais au lieu de cela, il hocha simplement la tête. « Eh bien, votre patiente reçoit son traitement. J'espère que cela vaut le compromis. » Après le départ de Peterson, Nathan s'assit à son bureau, ressassant leur conversation. Cela en valait-il la peine ? Utiliser les relations familiales qu'il avait passé des années à éviter, risquer sa réputation professionnelle, franchir des limites qu'il avait toujours respectées ? La réponse vint immédiatement, sans hésitation. Oui. Pour Sophia, oui. Plus tard dans la soirée, Nathan trouva Sophia assise dans le jardin, enveloppée dans des couvertures malgré la chaleur du soir d'été. Son visage était émacié maintenant, son corps frêle, mais ses yeux s'illuminèrent quand elle le vit. Une réaction qui ne manquait jamais de lui remonter le moral. « Vous avez l'air content de vous », observa-t-elle alors qu'il s'asseyait à côté d'elle. « Bonne nouvelle concernant votre traitement, dit-il. Nous avons été approuvés pour essayer une nouvelle approche, une thérapie ciblée personnalisée basée sur votre profil génétique spécifique. » Sophia Parrott sceptique. Je pensais que ce genre de traitement était encore expérimental et coûteux. Ils le sont, reconnut Nathan. Mais vous êtes une candidate idéale, et l'hôpital a reçu un financement spécifiquement pour des traitements de pointe comme celui-ci. Elle étudia son visage, et il eut le sentiment inconfortable qu'elle pouvait voir à travers son explication. Juste comme ça ? Après des mois de lutte pour une couverture de base, soudainement, l'argent n'est plus un problème. Nathan haussa les épaules,
essayant de paraître désinvolte. Des subventions de recherche arrivent. Des fondations font des dons. Le système fonctionne, parfois. Nathan, dit Sophia doucement. Qu'avez-vous fait? Il croisa son regard, voyant le mélange d'inquiétude et de gratitude. Ce que n'importe quel médecin ferait pour un patient en qui il croit, trouver un moyen de continuer le traitement. Elle n'avait pas l'air convaincue, mais elle n'insista pas. Au lieu de cela, elle changea de sujet. J'ai trouvé quelque chose aujourd'hui. Quand je me sentais assez bien pour me promener dans le jardin. Elle chercha dans sa poche et en sortit une petite pierre tombale usée, à moitié cachée par la mousse. Elle était nichée derrière l'érable japonais. Le souffle de Nathan se coupa alors qu'elle lui tendait la pierre. Soigneusement gravée sur sa surface, une simple inscription. Pour Elisabeth Reed, qui trouva la paix dans ce jardin. 2014-2015, Elisabeth Reed, dit Sophia doucement. Un lien de parenté avec vous? Nathan fixait la pierre tombale, les souvenirs affluents. Ma mère, dit-il, la voix à peine audible. C'était son jardin. La compréhension se peignit sur le visage de Sophia. Votre mère, était-ce la femme atteinte d'un cancer, celle pour qui j'ai conçu le jardin? Nathan hocha la tête, enfin prêt à partager la vérité qu'il avait retenue. J'ai reconnu votre nom dès que je l'ai entendu au restaurant. Le jardin de l'espoir d'Elisabeth Reed. C'est comme ça qu'elle appelait cet endroit. Elle parlait souvent de vous. La jeune et talentueuse paysagiste qui comprenait exactement ce dont elle avait besoin. Les yeux de Sophia se remplirent de larmes. Je me souviens d'elle maintenant. Elle était si gentille, si précise sur ce qu'elle voulait. Des plantes qui attireraient les papillons. Des endroits pour s'asseoir au soleil et à l'ombre. Une vue depuis la fenêtre de sa chambre. Elle regarda le jardin avec de nouveaux yeux. Ce jardin. J'ai créé ce jardin. Oui, dit simplement Nathan. Et il lui a apporté plus de paix dans ces derniers mois que toute autre chose. Elle s'asseyait ici pendant des heures. Même quand elle était trop faible pour marcher, même en hiver, nous l'emmitouflions, tout comme vous l'êtes maintenant. Il sourit à ce souvenir, même si ses yeux s'embuaient. Elle disait que cela la faisait se sentir vivante alors que tout le reste tournait autour de la mort. Mais je ne comprends pas, dit Sophia en essuyant ses propres larmes. Si c'était la maison de votre mère, pourquoi ne me l'avez-vous pas dit quand nous avons réalisé la connexion pour la première fois? Nathan prit une profonde inspiration. Parce que c'est compliqué. Mes parents se sont séparés quand j'étais à l'université. Mon père, il est assez riche, d'une vieille famille de Boston. Il a acheté cette maison pour ma mère quand elle a été diagnostiquée, pour qu'elle puisse être proche de son traitement au Boston Memorial. Après sa mort, il voulait la vendre, mais je ne pouvais pas supporter l'idée que des étrangers y vivent, changent son jardin, alors je la lui ai rachetée. Il fit une pause, puis ajouta, j'ai gardé ma connexion avec la famille Reed discrète professionnellement. Je voulais faire mon propre chemin, ne pas exploiter le nom de famille ou l'argent. Seules quelques personnes à l'hôpital sont au courant. Et maintenant, demanda Sophia avec perspicacité, pour mon traitement. Nathan croisa son regard. Maintenant, j'ai fait la paix avec l'idée d'utiliser toutes les ressources disponibles, y compris celles de ma famille, pour vous donner les meilleures chances possibles. Sophia resta silencieuse un long moment, assimilant cette révélation. Finalement, elle tendit la main et prit la sienne, la première fois qu'elle initiait un contact physique entre eux. Merci, dit-elle simplement. Pour tout. Pour être la seule personne qui n'est pas partie. Dans la lumière déclinante du jardin que sa mère avait conçu, sa main chaude dans la sienne, Nathan ressentit un sentiment d'achèvement, comme si les pièces d'un puzzle qu'il ne savait pas qu'il résolvait s'étaient enfin emboîtées. Deux vies, connectées par un jardin, par la maladie, par les fils invisibles du destin qui nous mènent parfois exactement là où nous devons être, même si nous ne le reconnaissons pas au début. Je ne pouvais pas partir, dit-il doucement. Pas loin de vous. Les mots flottèrent dans l'air entre eux, porteurs de plus de sens que l'un ou l'autre n'était prêt à reconnaître, mais ils étaient vrais. Et pour l'instant, cela suffisait. L'automne arriva, peignant le jardin d'Elisabeth Reed de couleurs flamboyantes que Sophia observait changer de sa fenêtre, jour après jour. Le nouveau protocole de traitement avait stabilisé son état. Pas encore une rémission, mais au moins le cancer n'avançait plus aussi agressivement.
C'était suffisant pour lui donner de bons jours parmi les mauvais, des heures de clarté entre le brouillard des analgésiques. Un de ces bons jours, à la mi-octobre, Sophia était assise au petit bureau de la maison d'amis, écrivant dans un journal que Nathan lui avait donné, un endroit pour consigner ses pensées, ses peurs, ses espoirs. Cette pratique était devenue thérapeutique, un moyen de traiter le tumulte émotionnel de l'année écoulée. On frappa à la porte, interrompant son écriture. Nathan se tenait là, son expression inhabituellement hésitante. « Je vous dérange » demanda-t-il. « Pas du tout », sourit Sophia en fermant le journal. « Entrez ». Il entra, portant un livre relié en cuir usé. « J'avais l'intention de vous montrer quelque chose, mais je voulais attendre que vous vous sentiez plus forte. » La curiosité de Sophia fut piquée. « Qu'est-ce que c'est » Nathan s'assit à côté d'elle à la petite table à manger, plaçant le livre entre eux. « Le journal de ma mère. Elle l'a tenu pendant sa maladie, surtout pendant la dernière année. » La main de Sophia plana au-dessus du journal, sans tout à fait le toucher. « Êtes-vous sûr de vouloir partager quelque chose d'aussi personnel » Nathan hocha la tête. « Il y a des entrées sur le jardin, sur vous. J'ai pensé que vous voudriez peut-être les lire. » Avec une douce révérence, Sophia ouvrit le journal aux pages que Nathan avait marquées d'un ruban. L'écriture était élégante mais montrait des signes de faiblesse. Certains mots s'effaçaient, d'autres étaient plus appuyés sur le papier, comme si l'écrivain avait dû se concentrer pour former chaque lettre. « 15 avril 2014. L'ange du jardin est venu aujourd'hui. C'est comme ça que j'ai décidé de l'appeler. Sophia Warner. Paysagiste extraordinaire. Bien qu'elle soit bien trop modeste pour revendiquer un tel titre. Jeune, probablement la petite vingtaine, avec des yeux bienveillants et une confiance tranquille qui m'a immédiatement mise à l'aise. Quand j'ai expliqué ce que je voulais, pas seulement un jardin, mais un sanctuaire, elle a compris instantanément. Elle a posé des questions auxquelles aucun autre concepteur n'avait pensé, pas seulement sur les plantes et la lumière du soleil, mais sur la façon dont je voulais me sentir dans cet espace. Voulais-je la solitude ou de la place pour les visiteurs? Du soleil ou de l'ombre? Des bancs pour s'asseoir ou des sentiers pour marcher? Quelle couleur m'apportait de la joie? Elle a écouté avec une telle attention, un tel soin. Je me suis sentie comprise pour la première fois depuis mon diagnostic. Pas comme une patiente, pas comme une femme mourante, mais comme une personne avec des désirs et des goûts qui comptaient encore. Daniel pense que je dépense trop de mon règlement pour ce jardin. Peut-être. Mais à quoi bon l'argent quand le temps est la seule monnaie qui compte maintenant? Je veux créer quelque chose de beau, quelque chose qui restera quand je ne serai plus là. Sophia leva les yeux, humide. Elle m'appelait l'ange du jardin. Nathan sourit doucement. Continuez à lire. « 30 juin 2014. Le jardin progresse malgré ma santé déclinante. Sophia vient régulièrement superviser les travaux, trouvant toujours le temps de s'asseoir avec moi, de partager un thé, de me raconter des histoires sur chaque plante qu'elle a sélectionnée. Aujourd'hui était une mauvaise journée, la douleur presque insupportable, mais elle a apporté des photographies des érables japonais en cours de plantation, leurs feuilles comme des mains délicates tendues vers le ciel. Nous nous sommes assises dans ma chambre, la fenêtre ouverte pour capter les senteurs de terre fraîche et de nouvelles plantations. Elle a décrit comment l'espace se transformerait au fil des saisons, promettant que même en hiver, il y aurait de la beauté à découvrir. Les jardins ne sont jamais finis, m'a-t-elle dit. Ils sont toujours en devenir. Comme les gens, je suppose. Même maintenant, même en mourant, je deviens quelque chose de nouveau. Nathan est venu aujourd'hui aussi. Mon fils sérieux et dévoué, si concentré sur ses études de médecine qu'il oublie à peine de manger. Il désapprouve aussi les dépenses du jardin, bien qu'il soit trop gentil pour le dire directement. Il pense que je devrais me concentrer sur le prochain essai clinique, le prochain traitement. Il ne comprend pas encore qu'à un certain point, la qualité de vie compte plus que sa durée. J'aimerais qu'il puisse rencontrer Sophia. 2 guérisseurs, l'un des corps, l'autre des espaces. Ils auraient beaucoup à s'apprendre. Sophia s'interrompit dans sa lecture, regardant Nathan avec émerveillement. Elle voulait que nous nous rencontrions. Il semble que l'univers ait eu la même idée, dit Nathan doucement. Sophia tourna la page, continuant à lire. « 18 septembre 2014. Le jardin est presque terminé, et juste à temps. Mes médecins disent des semaines maintenant,
pas des mois. Mais je les ai déjà surpris. Sophia m'a aidé à parcourir les sentiers aujourd'hui. Ma première vraie visite de l'espace achevée. Chaque détail est parfait. Le banc de pierre positionné pour capter la lumière du matin. Les carillons éoliens qui chantent à la moindre brise. Le bain d'oiseaux qui a déjà attiré une famille de cardinaux. Nous nous sommes assis ensemble près du petit étang, regardant les carpes koi miroiter orange et blanc sous les nénuphars. C'est ici que vous me trouverez, lui ai-je dit. Après mon départ, si jamais vous revenez visiter ce jardin, c'est ici que mon esprit s'attardera. Elle a pleuré alors. Cette jeune femme forte qui a mis tant de soin à créer mon dernier sanctuaire. Je pense qu'elle comprend mieux que ma famille ce que cet espace signifie pour moi. Pas seulement un jardin, mais un héritage. Une partie de moi-même qui continuera à grandir et à fleurir longtemps après mon retour à la terre. Il y a un arbre à fleurs rares que je lui ai demandé d'inclure. UN Franklinia alatamaha. Presque éteint à l'état sauvage. Il fleurit à la fin de l'été, avec des fleurs blanches comme des camélias. Je ne le verrai probablement pas fleurir, mais j'aime savoir qu'il sera là, surprenant les futurs visiteurs par sa beauté. Je dois me souvenir d'en parler à Nathan, de lui demander de surveiller sa première floraison. De se souvenir de moi alors, non avec tristesse, mais avec joie. Sophia ferma doucement le journal, les larmes coulant maintenant librement. Le Franklinia. Je me souviens l'avoir commandé. C'était la dernière plante installée. Elle leva les yeux vers Nathan. A-t-il survécu ? Je ne me souviens pas l'avoir vu dans le jardin. L'expression de Nathan devint peinée. Il est mort l'hiver suivant son décès. J'ai essayé de le sauver, mais... Il haussa les épaules, impuissant. Comme je l'ai dit, je n'ai pas sa main verte. Ni la vôtre. Ils sont notoirement difficiles, dit Sophia. Mais magnifiques quand ils prospèrent. Elle traça la couverture du journal du bout des doigts. Merci de partager cela avec moi. Votre mère était une femme remarquable. Elle l'était, acquiesça Nathan. Et elle avait raison à votre sujet. Le jardin que vous avez créé lui a donné la paix quand rien d'autre ne le pouvait. Sophia resta silencieuse un moment, absorbant la connexion profonde qui avait été révélée. Finalement, elle posa la question qui se formait dans son esprit depuis qu'elle avait commencé à lire. Est-ce pour cela que vous avez tant fait pour moi ? À cause de votre mère ? À cause du jardin ? Nathan réfléchit attentivement à la question. Au début, peut-être. Quand j'ai entendu votre nom au restaurant, c'était comme un éclair de reconnaissance. Ma mère avait tant parlé de vous, avait été si émue par votre gentillesse, votre compréhension. Et puis vous voir là, des années plus tard, confronté à la même maladie qui l'a emporté. Il secoua la tête, toujours émerveillé par la coïncidence. C'était comme quelque chose d'important, quelque chose que je ne pouvais ignorer. Le destin, murmura Sophia. Peut-être, reconnut Nathan. Ou juste une coïncidence remarquable qui m'a donné la chance d'aider la personne qui avait aidé ma mère quand elle en avait le plus besoin. Mais c'est devenu plus que ça, n'est-ce pas ? Demanda Sophia avec perspicacité. Plus que de rembourser une dette ou d'honorer la mémoire de votre mère. Nathan croisa son regard. Oui, dit-il simplement. Beaucoup plus. L'aveu flotta dans l'air entre eux. Ni une déclaration ni une promesse, mais une reconnaissance de la connexion plus profonde qui s'était formée au fil des mois de lutte partagée, de conversations tranquilles et d'une compréhension croissante. Sophia rompit la première le silence. Je devrais me reposer avant mon rendez-vous de cet après-midi. C'était un pas en arrière gracieux du précipice émotionnel qu'ils avaient approché. Nathan hocha la tête, prenant le journal et se levant pour partir. À la porte, il se retourna. Il y a encore une chose. Pour l'anniversaire de ma mère, la semaine prochaine, j'avais prévu de planter un nouveau Franklinia dans le jardin. J'ai pensé que, si vous vous sentiez d'attaque, vous pourriez m'aider à choisir le bon endroit. Sophia sourit, un sourire sincère qui atteignit ses yeux. Un événement encore rare ces jours-ci. J'aimerais beaucoup ça. Alors que Nathan partait, Sophia retourna à son propre journal, sa plume se déplaçant avec une vigueur renouvelée sur la page. Aujourd'hui avait apporté une révélation, une pièce manquante au puzzle de la raison pour laquelle leur chemin s'était croisé. Mais cela avait aussi apporté autre chose.
Une étincelle d'espoir qu'elle pensait éteinte depuis longtemps. Un rappel que même dans les circonstances les plus sombres, de nouveaux commencements étaient possibles. Une semaine plus tard, Nathan et Sophia se tenaient dans le jardin, le frêle jeune arbre du Franklinia à la Tamaha entre eux. La journée était fraîche mais ensoleillée, parfaite pour planter. Sophia avait aidé Nathan à choisir l'emplacement idéal. Un endroit abrité avec du soleil le matin et de l'ombre l'après-midi, visible à la fois de la maison principale et de la maison d'amis. Maintenant, alors que Nathan creusait le trou, Sophia s'appuyait sur sa canne, dirigeant la profondeur et la largeur avec une précision professionnelle. Un peu plus profond, ordonna-t-elle. Ces arbres aiment avoir de la place pour que leurs racines s'étendent. Nathan obtempéra, creusant jusqu'à ce qu'elle hoche la tête en signe d'approbation. Ensemble, Nathan effectuant le gros du travail tandis que Sophia guidait le placement, ils installèrent l'arbre dans sa nouvelle demeure, remplirent de terre autour des racines et l'arrosèrent abondamment. « Ma mère serait contente », dit Nathan en reculant pour admirer leur travail. Le jardin d'Elizabeth Reed, entretenu par la conceptrice originale. Il a besoin de plus que juste l'arbre, s'amusa Sophia, son œil de conceptrice évaluant l'espace. Des plantations compagnes qui complètent sans l'écraser. Peut-être de l'amamélis pour l'intérêt hivernal. Quelques bulbes de printemps pour une couleur précoce. Êtes-vous en train de proposer de redessiner tout le jardin ? Demanda Nathan, heureux de voir sa passion professionnelle se ranimer. Pas tout le jardin, clarifia Sophia. Juste des mises à jour, rafraîchir ce que votre mère et moi avions commencé. Elle lui jeta un coup d'œil. Si je suis encore là pour la plantation de printemps. C'était la première fois depuis des semaines qu'elle faisait directement référence à l'incertitude de son avenir, à la réalité que, malgré des scanners stables, son pronostic restait réservé. Vous le serez, dit Nathan fermement. J'ai un bon pressentiment concernant ce nouveau protocole de traitement. Sophia lui lança un regard qui était un mélange de scepticisme et d'amusement. Est-ce votre opinion médicale, Dr. Reed ? En partie, admit-il. Mais c'est aussi. Il hésita, puis décida de partager sa pensée. Ma mère croyait aux signes. Elle dirait que ceci, notre nouvelle rencontre, la connexion du jardin, même votre réponse au nouveau traitement, était l'univers qui nous disait quelque chose. Et que serait-ce ? Demanda Sophia doucement. Que votre histoire n'est pas encore terminée, dit Nathan. Qu'il y a d'autres jardins à concevoir pour vous, plus de beauté à créer. Quelque chose dans son ton fit que Sophia étudia son visage de plus près. Vous avez toujours fait attention à ne pas me donner de faux espoirs. Qu'est-ce qui a changé ? Nathan croisa son regard. Vos dernières analyses de sang. Les marqueurs tumoraux ont diminué de manière significative pour la première fois depuis que nous avons commencé le traitement. Il est trop tôt pour parler de tendance. Mais c'est une bonne nouvelle, termina Sophia pour lui, sa voix ferme malgré l'espoir qui fleurissait dans ses yeux. C'est une bonne nouvelle, confirma Nathan. Le genre qui fait que planter des arbres pour l'avenir semble non seulement optimiste, mais approprié. Sophia se tourna pour regarder le frêle jeune arbre. Ses quelques feuilles frémissaient dans la brise d'automne. Un arbre presque éteint à l'état sauvage, songea-t-elle. Survivre contre toute attente, ça semble approprié. Nathan s'apprêtait à répondre quand son téléphone sonna. Il vérifia l'identifiant de l'appelant et fronça les sourcils. Je dois prendre cet appel. C'est l'hôpital. Sophia hocha la tête, reportant son attention sur l'arbre pendant que Nathan s'éloignait pour prendre l'appel. Mais même en ajustant le paillis autour de la base du jeune arbre, elle pouvait entendre sa voix monter, alarmée. Quand ? Comment a-t-il découvert où elle loge ? Non, absolument pas. Elle n'est pas assez bien pour des visiteurs, surtout pas lui. Dites à la sécurité. Une autre pause, plus longue cette fois. Je comprends. Oui, je m'en occupe. Quand Nathan revint, son expression était troublée. Sophia sut immédiatement que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Demanda-t-elle. Nathan hésita, clairement réticent à partager la nouvelle. Michael est de retour à Boston. Il est venu à l'hôpital vous chercher. Sophia sentit comme si tout l'air avait été aspiré de ses poumons. Après presque un an de silence, après l'abandon, la dévastation financière, les papiers de divorce signifiaient sans un seul mot d'explication.
Maintenant. Il voulait la voir? Pourquoi? Réussit-elle à demander. Il n'a pas dit, répondit Nathan, la voix tendue par une colère à peine contenue. Juste qu'il avait entendu dire que votre état s'était amélioré et qu'il voulait vous parler. Comment serait-il pour mon état? C'est ce que j'aimerais savoir, dit Nathan d'un ton sombre. Les informations des patients sont confidentielles. À moins qu'il n'ait encore accès à vos dossiers d'assurance. Sophia secoua la tête, la confusion et l'anxiété l'envahissant. Je ne comprends pas. Pourquoi maintenant? Que pourrait-il bien vouloir? Vous n'êtes pas obligé de le voir, dit Nathan fermement. Après ce qu'il a fait, vous ne lui devez rien. Ni votre temps, ni une conversation, rien. Mais même pendant qu'il parlait, Sophia savait qu'elle verrait Michael. Non pas parce qu'elle lui devait quoi que ce soit, mais parce qu'elle se devait à elle-même de tourner la page. La blessure de son abandon s'était cicatrisée, mais elle n'avait jamais complètement guéri. Peut-être que le confronter était le seul moyen de mettre enfin le passé derrière elle. Je veux le voir, dit-elle doucement mais avec décision. Ici. Selon mes conditions. Pas à l'hôpital. Pas dans un lieu public. Ici. Nathan eut l'air de vouloir argumenter, mais respecta sa décision. Quand? Demain, dit Sophia. Autant en finir. Alors qu'il retournait à la maison d'amis, Sophia s'appuyait plus lourdement sur sa canne que d'habitude. Le choc émotionnel du retour de Michael se manifestait physiquement par une fatigue et une tension accrue. Nathan le remarqua immédiatement, ralentissant son allure pour s'adapter à la sienne, prêt à lui offrir son bras si nécessaire. « Êtes-vous sûr de cela ?» demanda-t-il doucement. « Le stress n'est pas bon pour votre rétablissement. » Les affaires inachevées non plus, rétorqua Sophia. « J'ai besoin de l'affronter, Nathan. De comprendre pourquoi il est parti comme il l'a fait. Et peut-être. » Elle fit une pause, cherchant les mots justes. « Peut-être pour le remercier. » Le remercier. Nathan ne put cacher son choc. Pour vous avoir abandonné quand vous aviez le plus besoin de lui? Pour avoir volé votre sécurité financière? Sophia s'arrêta, se tournant pour faire face à Nathan. S'il n'était pas parti, je ne serais pas ici maintenant. Je n'aurais pas redécouvert ce jardin. Je ne vous aurais pas rencontré. Pas vraiment. Parfois, les pires choses qui nous arrivent mènent à des bénédictions inattendues. Nathan la regarda fixement, étonné une fois de plus par sa capacité à la sagesse et à la grâce, même face à l'adversité. Sans réfléchir, il tendit la main, glissant une mèche de cheveux derrière son oreille, un geste de tendresse qui les surprit tous les deux. « Vous êtes extraordinaire, Sophia Warner, » dit-il doucement. « J'espère qu'il réalise ce qu'il a gâché. » Le moment flotta entre eux, chargé de sentiments inexprimés que ni l'un ni l'autre n'était prêt à reconnaître pleinement. Puis Sophia recula d'un pas, rompant le charme. « Je devrais me reposer, » dit-elle, la voix légèrement instable. « Demain sera difficile. » Nathan hocha la tête, la regardant se diriger vers la maison d'amis. Il resta dans le jardin, son regard se déplaçant du Franklinia nouvellement planté à la petite pierre tombale honorant sa mère. « Qu'en penserais-tu de tout ça, maman ?» murmura-t-il à l'air automnal. « Ton ange du jardin, ici dans ton jardin, à nouveau. Nous deux, connectés par des fils que ni l'un ni l'autre n'a compris jusqu'à présent. Et demain, l'homme qui l'a abandonné revient dans le tableau. » Comme en réponse, une brise soudaine agita les feuilles, envoyant une pluie de rouge et d'or dériver autour de lui. Nathan sourit malgré ses inquiétudes. Sa mère aurait appelé cela un signe. La manière de la nature de dire que tout se déroulait comme il se devait, même si le motif n'était pas encore clair pour les yeux humains. Demain apporterait ses propres défis. Pour ce soir, il suffisait de savoir que les derniers tests de Sophia montraient une amélioration, qu'ils avaient planté un arbre ensemble, que quoi qu'il arrive ensuite, ils y feraient face depuis le sanctuaire du jardin d'Elizabeth Reed. Un lieu créé pour la guérison, pour l'espoir, pour la paix. Michael Warner arriva précisément à 14 heures le lendemain, au volant d'une élégante voiture de sport européenne qu'il gara avec un soin ostentatoire dans l'allée de Nathan. De la fenêtre de la maison d'amis, Sophia observa son ex-mari sortir du véhicule, bronzé, en forme, vêtu de manière coûteuse, ne montrant aucun signe extérieur que l'abandon de sa femme mourante lui avait causé la moindre détresse. À côté d'elle, Nathan se tenait, protecteur.
N'oubliez pas, je serai juste dehors. Si vous voulez qu'il parte à un moment donné, dites-le simplement. Sophia hocha la tête, reconnaissante de sa présence. Elle avait passé la matinée à se préparer à cette rencontre, pas seulement physiquement, choisissant des vêtements qui la faisaient paraître moins frêle qu'elle ne l'était, mais émotionnellement, se blindant pour tout ce que Michael pourrait dire ou faire. « Je suis prête », dit-elle plus à elle-même qu'à Nathan. Quand on frappa, Nathan ouvrit la porte. Les deux hommes se regardèrent avec une hostilité à peine déguisée. « Dr. Reed », dit Michael suavement, la reconnaissance vacillant dans ses yeux. « Le médecin du restaurant. Quelle providence que vous vous soyez occupé de ma femme. » « Ex-femme », corrigea froidement Nathan. Le sourire de Michael n'atteignit pas ses yeux. « Oui, bien sûr. Une formalité que j'espère régler aujourd'hui. » Il regarda par-dessus l'épaule de Nathan, vers Sophia. « Sophia, tu as l'air bien. » Le mensonge flagrant flottait dans l'air. Sophia savait exactement à quoi elle ressemblait, mince, pâle, avec les marques indubitables du traitement contre le cancer évidentes sur son apparence. Mais elle savait aussi qu'elle avait bien meilleure mine qu'il y a quelques mois, lorsque le cancer et les traitements avaient ravagé son corps au point qu'elle se reconnaissait à peine. « Michael », accusa-t-elle réception d'un signe de tête. « Entrez ». Nathan s'écarta à contre-cœur pour laisser entrer Michael, puis se tourna vers Sophia. « Je serai dans le jardin. Appelle si tu as besoin de moi. » Une fois seul, Michael inspecta la petite maison d'amis d'un œil critique. « Alors, c'est ici que tu as vécu. Sacrée dégringolade par rapport à notre maison de Beacon Hill. »« Notre maison dont tu as cessé de payer l'hypothèque ?» demanda Sophia avec douceur, refusant de mordre à l'hameçon. Michael eut la grâce de paraître momentanément mal à l'aise. Des décisions financières devaient être prises rapidement. Des opportunités commerciales qui ne pouvaient pas attendre. Comme transférer nos actifs communs sur des comptes offshore. Sophia prit place à la petite table à manger, invitant Michael à faire de même. Elle était déterminée à mener cette conversation sur un pied d'égalité, ne lui permettant pas de la dominer. Michael s'assit, composant ses traits en une expression de contrition qui aurait pu être convaincante pour quelqu'un qui n'avait pas vécu avec lui pendant 5 ans. « Je sais comment ça a dû paraître, Sophia. Mais j'avais mes raisons. »« Je suis sûre que oui, » répondit-elle d'un ton égal. « Ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi tu es ici maintenant, après presque 1 an de silence. Pourquoi cet intérêt soudain pour mon bien-être ?» Michael se pencha en avant, sa voix prenant une qualité sérieuse que Sophia reconnaissait de ses négociations commerciales. « J'ai entendu dire que ton état s'était amélioré, que tu répondais à un nouveau traitement. »« Comment l'as-tu entendu ?» demanda Sophia, sincèrement curieuse. « Mes informations médicales sont privées. » Une lueur de quelque chose malaise, culpability, traversa le visage de Michael. « Je t'ai surveillé de loin. J'ai fait quelques recherches. Je me soucie toujours de toi, Sophia. Tu as une drôle de façon de le montrer, observa-t-elle. La plupart des gens qui se soucient ne vident pas les comptes en banque et ne disparaissent pas quand leur conjoint est diagnostiqué d'un cancer. » Michael soupira, passant une main dans ses cheveux parfaitement coiffés. « Je sais que c'était mal. J'ai paniqué. L'idée de te regarder souffrir, de te regarder mourir. Je ne pouvais pas le supporter. Mais j'ai eu le temps de réfléchir, de regretter mes actions. Je veux réparer. »« Reparer » répéta Sophia, goûtant le mot. « Que avais-tu exactement en tête ?» Michael tendit la main sur la table, tentant de prendre la sienne. Sophia la retira avant qu'il ne puisse la toucher. « Je veux que nous réessayions, » dit-il, la voix basse et persuasive. « Le divorce n'est pas finalisé. Il est encore temps de retirer la requête. Nous pourrions recommencer. Faire les choses bien cette fois. J'ai une maison en Suisse maintenant. Accès aux meilleures installations médicales d'Europe. Tu pourrais continuer ton traitement là-bas. Loin de tout ça. » Il désigna vaguement les modestes environs. « Tout ça ?» le relança Sophia. L'expression de Michael se durcit légèrement. « La charité, Sophia. Vivre dans l'arrière-cour d'un médecin, accepter l'aumône. C'est indigne de toi. »« Vraiment ?» demanda-t-elle pensivement. « J'ai beaucoup appris cette dernière année sur ce qui compte vraiment.
Sur la différence entre ceux qui restent quand les temps sont durs et ceux qui fuient. J'ai fait une erreur, insista Michael. Une terrible erreur que je veux rectifier. N'est-ce pas ce qui compte? Que je sois là maintenant, voulant aider. Sophia étudia attentivement son ex-mari. Il y avait quelque chose qu'il ne disait pas. Un angle qu'il ne révélait pas. Michael n'avait jamais fait un geste sans calculer tous les avantages potentiels. Pourquoi maintenant, Michael? Qu'est-ce qui a changé? Il hésita juste assez longtemps pour que Sophia sache que ses instincts étaient corrects. Rien n'a changé, dit-il un peu trop vite. J'ai juste réalisé ce qui compte vraiment. Cela aurait-il quelque chose à voir avec l'enquête fédérale sur tes pratiques commerciales? Demanda Sophia doucement. Celle qui a commencé il y a 3 mois, quand ton ancien partenaire, Jacob, est devenu lanceur d'alerte? Le visage de Michael se figea sous le choc. Comment as to? Jacob est venu me voir, expliqua Sophia. Il se sentait coupable de ce qui s'était passé, de la façon dont tu avais utilisé les fonds de l'entreprise pour financer ton départ. Il voulait s'assurer que j'allais bien avant d'aller voir les autorités. Ce traître de fils de... Michael se reprit, forçant ses traits à retrouver une expression conciliante. Jacob a toujours eu un faible pour toi. Tu ne peux rien croire de ce qu'il dit. Je crois les preuves qu'il m'a montrées, dit Sophia calmement. Virement bancaire, dossier falsifié, évasion fiscale. C'était une lecture intéressante. La façade de Michael se fissura, la colère fulgurant dans ses yeux. C'est de ça qu'il s'agit? Tu essaies de me soutirer de l'argent avant que les fédéraux ne gèlent mes comptes? Sophia ne put s'empêcher de rire. Un son sincère, quoique amer. Tu penses que je veux ton argent, après ce que tu as fait? Tout le monde veut quelque chose, dit froidement Michael. Y compris ton ami médecin l'adore. Tu crois qu'il t'aide par pure bonté d'âme? As-tu la moindre idée de qui sont les Reed à Boston? Je sais exactement qui ils sont, répliqua Sophia. Nathan a été complètement honnête avec moi au sujet de sa famille. Michael ricana avec incrédulité. Alors il t'a parlé de la fondation de la famille Reed? De la façon dont son père contrôle la moitié des conseils philanthropiques de la Nouvelle-Angleterre? Des millions qu'il donne chaque année au Boston Memorial? Il se pencha en avant, sa voix baissant à un murmure conspirateur. Il ne t'aide pas parce qu'il se soucie de toi, Sophia. Il t'aide parce que tu es un sujet de recherche parfait pour sa carrière, un cas social avec un profil de cancer rare qui pourrait faire sa réputation s'il publie les résultats. Sophia sentit une bouffée de colère si intense qu'elle lui coupa momentanément le souffle. Comment Michael osait-il tenter de souiller la seule chose pure dans sa vie? Le soin et le soutien sincère que Nathan lui avait témoigné alors que tout le monde, y compris l'homme assis en face d'elle, l'avait abandonné. « Je pense que tu devrais partir, » dit-elle doucement, sa voix ferme malgré l'émotion qui bouillonnait en elle. Michael Parrott décontenance. Sophia. J'essaie de t'aider à voir la vérité. Tu es vulnérable en ce moment, facilement manipulable. La vérité? L'interrompit Sophia, son calme se brisant enfin. La vérité, c'est que tu m'as laissé avec un mot de cette ligne quand j'avais le plus besoin de toi. La vérité, c'est que tu as volé tout ce que nous avions construit ensemble et que tu t'es enfui pour te sauver. La vérité, c'est que pendant que tu te la coulais douce en Suisse, je me battais pour ma vie, seule, jusqu'à ce que Nathan entre en scène. Elle se leva, se surprenant elle-même par la force de sa voix et de sa posture. La vérité, Michael, c'est que je te suis reconnaissante maintenant. Reconnaissante que tu sois parti, parce que cela m'a montré qui tu étais vraiment, et cela a ouvert la porte à la découverte de ce à quoi ressemble un vrai soutien, un vrai souci de l'autre. Michael la regarda fixement, ne s'attendant manifestement pas à cette réponse. « Tu fais une erreur, » dit-il finalement. Quand Reed obtiendra ce qu'il veut de toi, des données pour ses recherches, une histoire touchante pour le rapport annuel de la fondation de sa famille, peu importe, il passera à autre chose. C'est ce que font les gens comme lui. Non, Michael, dit Sophia doucement. C'est ce que font les gens comme toi. Elle se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Un renvoi clair. Au revoir, Michael. Je te souhaite bonne chance avec l'enquête fédérale. Et j'espère qu'un jour tu trouveras ce que tu cherches. Pendant un instant, Michael eut l'air de vouloir argumenter davantage. Puis son expression se durcit, le masque de contrition tombant entièrement. Tu le regretteras,
dit-il, la voix froide. Quand le traitement cessera de fonctionner, quand tu seras vraiment mourante et seule, tu regretteras de ne pas avoir accepté mon offre. Je ne suis pas seule, dit simplement Sophia. Je ne l'ai pas été depuis le jour où j'ai emménagé dans cette maison d'amis. Et je ne regretterai jamais d'avoir choisi l'authenticité plutôt que la commodité, l'honnêteté plutôt que les mensonges. Elle tint la porte plus grande ouverte. S'il te plaît, pars. Alors que Michael passait devant elle en la frôlant, son parfum coûteux flottant dans le petit espace, Sophia sentit un poids se soulever de ses épaules, les derniers restes de culpabilité, de doute de soi, de se demander si elle aurait pu faire quelque chose différemment pour le faire rester. À leur place, il y avait une certitude claire. Elle était exactement là où elle devait être. Du jardin, Nathan observa le départ précipité de Michael, le claquement rageur de la portière de la voiture, la gerbe de gravier alors qu'il accélérait dans l'allée. Ce n'est que lorsque la voiture de sport disparut de la vue que Nathan s'approcha de la maison d'amis, l'inquiétude gravée sur ses traits. Il trouva Sophia debout près de la fenêtre, regardant le jardin, un étrange sourire jouant sur ses lèvres. « Tu vas bien » demanda-t-il doucement. Elle se tourna vers lui, et à sa surprise, ses yeux étaient clairs, son expression paisible. « Oui » dit-elle, et pour la première fois peut-être depuis qu'il la connaissait, elle semblait complètement certaine. Mieux que bien, en fait. Que voulait-il? Sophia se dirigea vers le petit canapé, invitant Nathan à la rejoindre. Se réconcilier. So it is on. Bien que je soupçonne que son intérêt soudain pour mon bien-être ait plus à voir avec l'enquête fédérale sur ses pratiques commerciales qu'avec une quelconque préoccupation sincère. Le front de Nathan se plissa. Une enquête? Quelle enquête? Sophia expliqua la visite de Jacob 3 mois plus tôt, les preuves de crimes financiers, la motivation probable de Michael pour chercher à renouer leur relation. Maintenant, il espère qu'une réconciliation avec sa femme mourante fera bonne impression auprès des procureurs et des juges, conclut Nathan, la colère évidente dans sa voix. C'est ignoble. C'est très Michael, dit Sophia en haussant les épaules. Toujours à calculer les angles, toujours à chercher un levier. Elle hésita, puis ajouta, « Il avait pas mal de choses à dire sur toi, en fait. » Nathan s'étendit. Sur moi. Sur la famille Reed. L'influence de ton père, la fondation. Sophia observa attentivement son visage. Il semble penser que tu as des arrière-pensées en m'aidant. L'expression de Nathan s'assombrit. Bien sûr qu'il penserait ça. Les gens comme Michael ne peuvent pas concevoir des actions qui n'ont pas de bénéfice personnel direct. Et toi, demanda Sophia doucement. As-tu des arrière-pensées? Nathan croisa son regard. Si vouloir que tu survives contre toute attente est une arrière-pensée, alors oui. Si me soucier de ce qui t'arrive au-delà de ta valeur en tant que patiente est une arrière-pensée, alors oui. Il se pencha plus près, sa voix intense. Mais s'il a suggéré que je t'utilise pour la recherche, ou pour une sorte de bénéfice en relations publiques pour ma famille, alors il projette sa propre nature calculatrice sur moi. Sophia étudia son visage, y voyant la sincérité, l'indignation sincère face à la suggestion de Michael. Je ne l'ai pas cru, dit-elle simplement. Pas un instant. Le soulagement submergea les traits de Nathan. J'aurais dû te parler davantage de ma famille plus tôt. C'est juste que, j'ai passé ma carrière à essayer de me distancier du non-Reed, à essayer de réussir par mes propres mérites. Utiliser les relations de mon père pour assurer la poursuite de ton traitement. C'était un compromis de ses principes, mais un compromis que je referais sans hésiter. Je sais, dit Sophia doucement. Et je suis reconnaissante, pas seulement pour le traitement, mais pour... Elle désigna les alentours, la maison d'amis, le jardin visible à travers les fenêtres. Oh tout ça. Le foyer que tu m'as donné, les soins qui vont bien au-delà de ce qu'un médecin doit à un patient. Quelque chose changea dans l'expression de Nathan alors. Une réserve tombant. Une décision prise. Tu as raison de dire que cela va au-delà de l'obligation professionnelle, Sophia. J'ai besoin que tu saches quelque chose. Quelque chose que j'ai ressenti mais que je n'ai pas dit parce que le moment ne semblait jamais opportun. Parce que ta santé était la priorité. Parce que je ne voulais pas compliquer ton rétablissement. Le cœur de Sophia s'accéléra. Qu'est-ce que c'est? Nathan prit sa main. Son contact était doux mais sûr. Je tiens à toi. Pas seulement comme un médecin à sa patiente,
pas seulement comme un ami, mais comme un homme qui en est venu à admirer ton courage, ta grâce, ton humour, même dans les moments les plus sombres. Je tiens à toi d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas, d'une manière qui pourrait être complètement inappropriée étant donné la façon dont nous nous sommes rencontrés, mais d'une manière que je ne peux plus nier. Les mots flottèrent dans l'air entre eux, honnêtes et vulnérables. Sophia sentit les larmes lui monter aux yeux. Pas des larmes de tristesse ou de peur, mais d'une joie si inattendue qu'elle en était presque douloureuse. « Nathan » commença-t-elle, puis s'arrêta, submergée par l'émotion. « Tu n'as rien besoin de dire » l'assura-t-il rapidement. « Je n'attends rien. J'avais juste besoin que tu saches, surtout après la visite de Michael, que mes motivations ont toujours été sincères. Si elles ont évolué des soins professionnels aux sentiments personnels, cela a été un processus organique, une réponse naturelle au fait de te connaître, de voir ta force, de partager ce temps avec toi. » Sophia serra sa main. « Je tiens à toi aussi, dit-elle simplement. Plus que je ne le devrais peut-être, plus que ce dont je pensais mon cœur capable après tout. Mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens quand je suis avec toi. En sécurité, comprise, valorisée. C'est quelque chose que je n'ai jamais ressenti avec Michael, même avant le cancer. » Le sourire de Nathan fut comme un lever de soleil perçant les nuages. « Alors, où cela nous mène-t-il ? » ?»« En territoire inconnu, » admit Sophia. « Avec beaucoup de complications à considérer. Ta santé étant la principale, » reconnut Nathan. « C'est pourquoi je ne pousse pas pour des définitions ou des engagements. Je voulais juste que tu saches où j'en suis. Que quoi qu'il arrive avec ton traitement, quelle que soit la durée de ce voyage, je suis là. Non par obligation, mais par choix. » Sophia sentit une légèreté qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des mois, peut-être des années. Malgré le cancer qui rôdait toujours dans son corps, malgré le pronostic incertain, malgré tous les défis pratiques à venir, elle ressentait un sentiment de possibilité qui avait été absent depuis son diagnostic. « Merci, » dit-elle doucement. « De me l'avoir dit. D'avoir été honnête quand l'honnêteté était nécessaire. » Nathan porta sa main à ses lèvres, y déposant un doux baiser sur les jointures. « Toujours, » promit-il. Dehors, dans le jardin d'Elizabeth Reed, le Franklinia nouvellement planté se tenait, élancé mais fermement enraciné, prêt à affronter toutes les saisons à venir. 3 mois plus tard, par une fraîche matinée de janvier, Sophia était assise au centre d'imagerie du service d'oncologie, attendant les résultats de son dernier scanner. Le trimestre écoulé avait vu des améliorations remarquables de son état. Son énergie revenait, son poids se stabilisait, sa douleur diminuait. Mais ils avaient appris à être prudemment optimistes, à célébrer les petites victoires sans en présumer de plus grandes. Nathan entra dans la salle de consultation, un dossier à la main, son expression soigneusement neutre. Sophia avait insisté, au début de leur relation évolutive, pour qu'il reste son médecin malgré leur lien personnel croissant. « J'ai confiance en ton expertise, » lui avait-elle dit. « Et en ton honnêteté. J'ai besoin des deux. » « Alors ?» le pressa-t-elle maintenant, incapable de lire son masque professionnel. Nathan plaça les images du scanner sur le négatoscope, pointant plusieurs zones. La masse pancréatique a diminué de 60% depuis que nous avons commencé la thérapie ciblée. Les métastases hépatiques répondent encore mieux, une réduction de près de 70%. Et vos marqueurs tumoraux approchent des valeurs normales. Sophia fixait les images, essayant de comprendre ce qu'elle voyait. « Es-tu en train de dire ?» ?»« Non, je n'utilise pas encore le mot rémission, » l'a mis en garde Nathan. « Mais c'est une réponse significative, mesurable, meilleure que ce que nous aurions pu espérer. Qu'est-ce que cela signifie pour mon pronostic ?» Nathan s'assit à côté d'elle, laissant son attitude professionnelle s'adoucir légèrement. « Cela signifie que nous avons fait bouger les choses, Sophia. Au lieu de parler en mois, nous parlons maintenant en années, potentiellement de nombreuses années si cette réponse se maintient. » Sophia absorba cette nouvelle, les émotions montant si intensément qu'elle ne put parler immédiatement. Après tant de mois à se préparer au pire, à faire la paix avec un avenir écourté, la possibilité d'années s'étendait devant elle comme un cadeau inattendu. « J'ai besoin de concevoir un jardin, » dit-elle finalement, les surprenant tous les deux par cette remarque incongrue. Nathan cligna des yeux. « Un jardin. » « Pour l'hôpital, » expliqua Sophia, l'idée se formant au fur et à mesure qu'elle parlait. « Un jardin de guérison,
comme celui que j'ai conçu pour ta mère. Un endroit où les patients peuvent trouver la paix pendant leur traitement. Où les familles peuvent puiser des forces. Où l'espoir peut grandir aux côtés de ceux qui y est planté. La compréhension se peignit sur le visage de Nathan. C'est une idée merveilleuse. L'hôpital a cette cour inutilisée près de l'entrée sud. C'est une horreur depuis des années, juste du béton et quelques arbustes mal en point. Je l'ai vu pendant mes premiers traitements, acquiesça Sophia. Je me souviens avoir pensé, même alors, à tout son potentiel, à quel point elle avait besoin de la touche d'un concepteur. Elle le regarda, l'excitation montant. Je ne pouvais rien y faire alors, mais maintenant, si j'ai vraiment des années plutôt que des mois, je veux créer quelque chose de significatif avec ce temps, quelque chose qui redonne. Nathan sourit, ses yeux brillants de fierté et de quelque chose de plus profond. Je pense que c'est parfait. Et il se trouve que je connais assez bien le président du conseil d'administration de l'hôpital. Je suis sûre qu'il serait intéressé d'entendre une telle proposition. Ton père, devina Sophia. Nathan hocha la tête, l'air légèrement penaud. Lui-même. Bien que je doive te prévenir, une fois qu'il t'aura rencontré, il ne cessera de te harceler pour des conseils de jardinage. Il essaie de recréer le jardin de ma mère dans sa maison de Bécon Hill depuis des années, avec un succès limité. Je serais heureuse d'aider, dit Sophia doucement. Ce serait un honneur de continuer ainsi l'héritage de ta mère. Ils partagèrent un sourire, comprenant tous deux la profonde signification du moment. Pas seulement les résultats prometteurs du scanner, mais la façon dont leur vie continuait de s'entrelacer autour du jardin d'Elizabeth Reed, autour d'un but commun, autour d'une connexion qui avait défié les pronostics aussi obstinément que le corps de Sophia défiait maintenant son cancer. Le printemps arriva dans une explosion de couleurs et de nouvelles croissances. Dans la cour de l'hôpital, ce qui avait été autrefois un espace négligé de béton fissuré et d'arbustes mourants était maintenant un chantier de construction. Les prémices de la vision de Sophia prenant forme sous les mains habiles des paysagistes qu'elle avait personnellement sélectionnés. Le projet avait avancé avec une rapidité remarquable, en grande partie grâce à un don généreux de la fondation de la famille Reed, spécifiquement destiné à la création du jardin de guérison Elizabeth Reed. Sophia avait insisté pour le nommer d'après la mère de Nathan, en l'honneur de la femme dont le jardin original avait créé le fil conducteur de leur vie. Par un chaud après-midi de mai, Sophia se tenait au bord du chantier, examinant les plans avec le contremaître paysagiste. Son apparence s'était transformée en même temps que l'espace du jardin. Ses cheveux repoussaient en douces vagues, son visage s'était rempli, la couleur était revenue sur ses joues. Elle se fatiguait encore facilement, nécessitait toujours des traitements réguliers, faisait toujours face à un pronostic à long terme incertain. Mais pour l'instant, pour ce moment, elle était vivante et s'épanouissait d'une manière qui avait semblé impossible un an plus tôt. Mademoiselle Warner. Sophia se tourna pour trouver une jeune infirmière s'approchant, l'air légèrement nerveuse. Oui. Il y a une femme ici pour vous voir. Elle dit qu'elle est votre sœur, Shannon Warner. Sophia se figea de surprise. Sa sœur, qu'elle n'avait pas vue depuis plus de 2 ans, à qui elle n'avait parlé que brièvement après son diagnostic, était ici ? Où est-elle ? Dans le hall principal. Dois-je lui dire que vous êtes occupé ou ? Non, non, dit Sophia rapidement. J'arrive tout de suite. Dans le hall spacieux de l'hôpital, Shannon Warner se tenait maladroitement près du bureau d'information, ressemblant tellement à leur mère que cela coupa momentanément le souffle à Sophia. Quand Shannon l'aperçut, l'incertitude vacilla sur ses traits, puis le soulagement. Sophia, souffla-t-elle en traversant l'espace entre elles. Tu es magnifique, Shannon, répondit Sophia en acceptant l'étreinte hésitante de sa sœur. Que fais-tu à Boston ? Tout va bien ? Shannon hocha la tête, l'air embarrassé. Tout va bien. J'ai vu les nouvelles concernant Michael, l'arrestation. Ça mentionnait que tu étais soignée ici, que tu étais impliquée dans la création d'un jardin de guérison. Elle haussa les épaules, impuissante. J'aurais dû venir plus tôt. Je suis tellement désolée, Sophia, de ne pas avoir été là quand tu es tombée malade. D'avoir laissé la distance et les vieilles rancéures me tenir éloignée. L'esprit de Sophia vacilla. L'arrestation de Michael, elle n'avait vu aucune nouvelle. Elle avait été tellement absorbée par le projet du jardin et ses traitements qu'elle avait à peine jeté un coup d'œil au gros titre. Quand Michael a-t-il été arrêté ? Demanda-t-elle.
Shannon parut surprise. Il y a 3 jours. Ça a fait la une des nouvelles financières. Fraude sur les valeurs mobilières, évasion fiscale, fraude électronique. Ils l'ont arrêté lors d'un gala à New York. Très public, très humiliant. Elle étudia le visage de sa sœur. Tu ne savais vraiment pas. Sophia secoua la tête, un mélange complexe d'émotions l'envahissant. Pas de satisfaction exactement. Pas de plaisir dans la chute d'un autre, mais un sentiment de justice rendue, d'équilibre rétabli dans un univers qui avait semblé follement injuste pendant si longtemps. Non, dit-elle finalement. J'étais concentrée sur d'autres choses. Shannon jeta un coup d'œil autour du hall, sur la bannière annonçant l'inauguration prochaine du jardin de guérison Elizabeth Reed. Comme ce projet de jardin. L'article disait que tu l'avais conçu. Sophia hocha la tête, un sourire se répandant sur son visage malgré les nouvelles concernant Michael. Voudrais-tu le voir? Il est encore en construction, mais les bases sont là. Alors qu'elle conduisait sa sœur à travers les couloirs de l'hôpital vers la cour, Sophia ressentit un étrange sentiment d'achèvement. Un autre cercle se refermant, une autre relation retrouvant son chemin vers elle, maintenant qu'elle avait retrouvé son chemin vers la vie. Le jardin de guérison Elizabeth Reed fut inauguré par une parfaite matinée de juin, exactement 1 an après que Sophia eut emménagé dans la maison d'amis derrière celle de Nathan. La cour de l'hôpital, autrefois une étendue de béton morne, avait été transformée en une oasis de tranquillité. Des sentiers sinueux, des bancs confortables, des plantations soigneusement sélectionnées qui sollicitaient tous les sens. Une foule s'était rassemblée pour la coupe du ruban. Personnel de l'hôpital, membres du conseil d'administration, patients et leurs familles, médias locaux. Nathan se tenait à côté de son père, Richard Reed, un homme distingué plus âgé dont les traits sévères s'adoucissaient chaque fois qu'il regardait son fils ou Sophia. Mesdames et messieurs, s'adressa Richard à l'assemblée, sa voix portant facilement à travers la cour. Aujourd'hui, nous dédions ce jardin de guérison non seulement à ma défunte épouse Elisabeth, qui trouva un tel réconfort dans la nature pendant sa propre bataille contre le cancer, mais à tous ceux qui viennent au Boston Memorial chercher guérison, espoir et réconfort. Il désigna Sophia, qui se tenait à proximité. Nous sommes profondément reconnaissants à Sophia Warner, dont la conception visionnaire a créé ce sanctuaire et dont le parcours personnel, de patiente à créatrice, incarne l'esprit de résilience que ce jardin célèbre. Des applaudissements parcoururent la foule alors que Sophia s'avançait pour couper le ruban tendu à travers l'entrée principale du jardin. Lorsque le ruban rouge tomba, les gens s'avancèrent avec empressement pour explorer le nouvel espace, admirant les sélections de plantes, s'installant sur les bancs, découvrant la petite pièce d'eau qui créait une douce bande sonore apaisante. Nathan se dirigea vers Sophia, la fierté évidente dans son expression. « C'est magnifique », dit-il en regardant autour de lui ce qu'elle avait créé. Encore mieux que ce que suggéraient les plans. « Les jardins ne sont jamais que des plans », répondit Sophia, regardant un patient âgé en fauteuil roulant être guidé vers un endroit ensoleillé près de lavande en fleurs. Ce sont des êtres vivants, toujours en changement, toujours en croissance. Comme les gens. La main de Nathan trouva la sienne, leurs doigts s'entrelaçant naturellement. Au cours des derniers mois, leur relation avait évolué, prudemment mais régulièrement. Les limites professionnelles soigneusement naviguées, les considérations éthiques abordées en consultation avec des collègues, le traitement de Sophia géré par une équipe de spécialistes avec Nathan comme coordinateur plutôt que seul prestataire. Ce qui avait commencé comme médecin et patiente s'était transformé en partenaire, en 2 personnes liées par les circonstances, le choix et un amour grandissant que ni l'un ni l'autre n'avaient attendu mais que tous 2 chérissaient maintenant. « J'ai quelque chose à te montrer », dit Nathan en l'éloignant de la célébration principale vers un coin isolé du jardin. Un ajout de dernière minute qui n'a pas figuré sur les plans finaux. Niché derrière un mur de pierre décoratif, dans un recoin tranquille conçu pour la réflexion privée, se tenait un arbre élancé aux feuilles distinctives. Sophia le reconnut immédiatement. Un Franklinia, souffla-t-elle. Comme celui que nous avons planté dans le jardin de ta mère. Nathan hocha la tête. Celui-ci vient de l'Arnold Arboretum, une bouture d'un de leurs spécimens matures. Ils étaient très intéressés par notre histoire, par le lien entre le jardin de ma mère et celui-ci. Sophia toucha doucement le tronc de l'arbre, sentant la vie pulser sous l'écorce. Penses-tu qu'il fleurira cette année? L'horticulteur a dit que c'était possible, répondit Nathan. Fin de l'été,
très probablement août ou septembre. Alors nous devrons venir souvent, dit Sophia. Pour être sûr de ne pas le manquer. Le bras de Nathan se glissa autour de sa taille, l'attirant près de lui. Je pensais que nous pourrions le voir tous les jours, en fait. Si tu voulais déménager de la maison d'amis à la maison principale, avec moi. Sophia se tourna pour lui faire face, son cœur s'emballant soudainement. Es-tu en train de me demander d'emménager avec toi? Je demande plus que ça, dit Nathan doucement. Je te demande si tu envisagerais de rendre notre arrangement permanent. Si tu envisagerais de devenir ma femme. Sophia le regarda fixement, momentanément sans voix. Malgré l'approfondissement de leur relation au cours des derniers mois, malgré l'amour qui avait grandi entre eux, le mariage n'avait pas été discuté. Sa récente expérience avec l'institution avait laissé des cicatrices, et ses problèmes de santé persistants avaient rendu la planification à long terme présomptueuse. Nathan, commença-t-elle, mon pronostic est encore incertain. Le cancer pourrait revenir. Je pourrais avoir des années, ou des mois, ou des décennies, termina-t-il pour elle. Personne ne sait combien de temps nous avons, Sophia. Ma mère me l'a appris. Ce qui compte, c'est comment nous passons le temps qui nous est donné, et avec qui nous le passons. Il prit ses deux mains dans les siennes. Je veux passer tout le temps que nous avons, que ce soit 1 an ou 50, avec toi. Les larmes montèrent aux yeux de Sophia. Même en connaissant les défis médicaux à venir, les traitements, les scanners, l'incertitude. Surtout en connaissant ces choses, dit Nathan fermement. J'ai vu ta force, ta résilience. Je t'ai regardé transformer la souffrance en beauté, la peur en espoir. Il n'y a personne avec qui je préférerais affronter les incertitudes de la vie qu'avec toi. D'ailleurs dans le jardin parvenaient les sons de la cérémonie d'inauguration qui se poursuivait. Applaudissements, conversations, toasts de celebration. Mais dans leur coin privé, le temps semblait suspendu alors que Sophia considérait la proposition de Nathan. Depuis son diagnostic, 1 an auparavant, elle avait presque tout perdu. Sa santé, sa sécurité financière, son mariage, sa carrière. Pourtant, debout ici maintenant, dans un jardin qu'elle avait conçu, à côté d'un homme qui l'avait vue au pire d'elle-même et l'aimait quand même, elle se sentait plus riche qu'elle ne l'avait jamais été lorsque sa vie avait semblé parfaite en surface. Oui, dit-elle simplement, le mot portant toute la certitude que son cœur ressentait. Oui, ce serait un honneur d'être ta femme. Le visage de Nathan s'illumina de joie alors qu'il la serrait dans ses bras, l'embrassant avec une tendresse qui parlait de respect pour la fragilité et la résilience de la vie, de l'amour, des secondes chances. Alors qu'il retournait rejoindre la célébration, bras dessus bras dessous, Sophia jeta un regard en arrière au Franklinia, l'arbre rare qui avait failli disparaître à l'état sauvage mais avait survécu contre toute attente, qui fleurissait tard dans la saison quand d'autres fleurs s'étaient fanées, qui reliait son passé à son présent d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer lorsqu'elle s'était effondrée pour la première fois dans ce restaurant, 1 an auparavant. Un homme l'avait abandonnée quand elle avait le plus besoin de lui, incapable de supporter le poids de sa maladie, la perspective de sa mort. Un autre s'était avancé, refusant de la laisser partir, déterminé à se battre à ses côtés, que ce soit pour des mois ou des décennies. Et dans le jardin entre eux, d'abord celui d'Elizabeth Reed, puis ce nouvel espace de guérison. La vie continuait son cycle obstiné et magnifique de croissance, de déclin et de renouveau. Le jardin que son jeune moi avait conçu pour une femme mourante avait créé un fil de connexion qui mènerait finalement à sa propre guérison, à sa propre seconde chance en amour et dans la vie. Alors qu'elle et Nathan rejoignaient la cérémonie d'inauguration, acceptant les félicitations pour l'achèvement du jardin, Sophia ressentit également un sentiment d'achèvement en elle-même. Un cercle se refermant, une histoire se poursuivant, un nouveau chapitre s'ouvrant dans le livre de sa vie. Elle était entrée au Boston Memorial Hospital comme patiente, s'attendant à la mort. Elle en sortait en créatrice, embrassant la vie. Et entre ces deux points, un jardin avait grandi, pas seulement de plantes et d'allées, mais d'espoir, de connexion, d'un amour qui avait fleuri dans le sol le plus improbable. Le Franklinia alatamaha, cet arbre rare à la floraison tardive qui tisse le fil de l'histoire de Sophia et Nathan, doit son nom à Benjamin Franklin et est considéré comme éteint à l'état sauvage. Les seuls spécimens existants aujourd'hui descendent de graines collectées avant 1803. À l'image de cet arbre remarquable, les plus belles facettes de nos vies émergent parfois de ce qui semblait perdu ou impossible.
Une paysagiste crée un sanctuaire pour une femme mourante, ignorant qu'un jour ce même jardin deviendrait son propre lieu de guérison. Un médecin aide une inconnue dans un restaurant, sans savoir qu'elle avait autrefois apporté la paix à sa mère dans ses derniers jours. Ces fils de connexion, invisibles jusqu'à ce qu'ils se révèlent soudain avec éclat, parcourent nos existences, dessinant des motifs que nous ne reconnaissons souvent qu'avec le recul, nous invitant peut-être à chercher les jardins inattendus de nos propres vies, ces liens qui pourraient bien grandir en secret, attendant le moment parfait pour éclore.